Donc les 5 erreurs, rapidement 5 erreurs que font la plupart des personnes, tout simplement, qui n'arrivent pas à entreprendre. Et quand je dis la plupart des personnes, c'est 90% des personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui investissent, il y a de nombreuses personnes qui réussissent, mais encore faut-il les fréquenter. Voilà, il existe de nombreux clubs, de nombreuses académies, de nombreux séminaires, de nombreux événements, voilà, au sens général, pour rencontrer ces personnes-là. Et dans notre quotidien de tous les jours, voilà, c'est rare de rencontrer des personnes qui sont indépendantes financièrement, c'est rare de rencontrer des personnes qui ont réussi à doubler leur salaire en quelques mois ou en quelques années, ou des personnes qui gagnent 10 000 euros, ou des personnes qui ont réussi à acheter 2, 3, 5, 10 appartements. Voilà, c'est vraiment une moyenne très basse, ces personnes-là qui arrivent à réussir. Donc, c'est que si vous n'y êtes pas arrivé aujourd'hui, c'est que voilà, il y a peut-être beaucoup de choses à revoir dans votre vie, comme j'ai dû revoir beaucoup de choses en tout cas dans la mienne, comme Ludovic, je pense à plus d'une reprise, a dû se remettre en question pour justement changer son état d'esprit et vraiment adopter un état d'esprit qui allait lui permettre de réaliser ses projets comme il a pu vous le dire. Donc la première chose, c'est tout simplement penser que c'est impossible. En fait, la plupart des gens se sabotent leur projet, s'auto-sabotent leur projet sans même savoir que c'est possible. En fait, la plupart des gens commencent leur projet par une conclusion. En fait, ils concluent que ça va ne pas être possible parce que ils n'ont pas le contrat de travail qu'il faut, ils n'ont pas le salaire qu'il faut, ils n'ont pas les compétences intellectuelles ou athlétiques qu'il faut pour réussir tel ou tel projet. Donc, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui vont se trouver des excuses en disant, voilà, moi, doubler mon salaire, acheter 2, 3, 5, 10 appartements, ça va pas être possible parce que j'ai une famille, parce que j'ai des enfants en charge, parce que je gagne pas assez. Et en fait, elle conclut avant même d'avoir introduit ce projet. Et moi, c'est vrai que le plus bel exemple que j'ai, là, on sort un peu du contexte de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que ce qui m'a permis de tomber le plus de croyances limitantes dans mon parcours d'entrepreneur, ça a été lié au sport. C'était en 2011, ou en 2011, j'ai pris le pari de terminer l'Ironman de Nice. Voilà, j'étais un sportif, comme on pouvait en trouver partout. Le sportif du dimanche, je ne faisais pas de triathlon. J'étais un bon coureur, mais je ne savais pas nager. Quand je dis que je ne savais pas nager, je nageais que vulgairement à la brasse et j'avais pas de vélo. J'ai acheté un vélo 4 mois avant la compétition au Trogathlon pour justement faire cet Ironman de Nice. Et je me suis dit, je vais introduire ce challenge. Je vais l'introduire voilà, par une inscription. Et après, je verrai durant la compétition si oui ou non, je suis capable d'aller au bout. Donc, en aucun cas, je voulais que ce soit la société ou les journaux ou les magazines qui pouvaient me raconter que pour faire un Ironman, il fallait 1 an d'entraînement, il fallait déjà avoir un bon niveau en triathlon, ceci, cela. J'ai fait non, moi j'avais envie d'y aller, je l'avais dans les tripes, je l'avais dans le cœur. Ça me passionnait, ce challenge humain, ce dépassement de soi-même, ça me passionnait. Je me suis dit, je vais y aller, je vais aller à Nice et je vais voir je vais voir. Et si j'y arrive pas, c'est génial aussi, parce que si j'y arrive pas, je vais savoir pourquoi j'ai pas réussi. Et ça va me permettre de retravailler mes défauts. Alors que si vous n'y allez pas, si vous commencez pas un projet, vous l'aurez pas commencé, vous aurez échoué, au même titre que moi, j'aurais pu échouer cet Ironman de Nice, sauf que moi, si j'avais échoué, j'aurais échoué en sachant pourquoi. Alors que les personnes qui se lancent pas dans un projet en se trouvant des excuses ou en se disant je ne vais pas pouvoir y arriver, en fait, au final, vous ne savez même pas pourquoi, vous ne savez même pas le résultat de du challenge ou du projet que vous auriez pu réaliser. Et moi, voilà, à force de persévérance, de volonté, grâce à mon état d'esprit, je me suis présenté à Nice, j'ai fait la compétition et j'ai réussi à finir. J'ai été finisher de cette compétition. Et en fait, ça m'a tombé énormément de croyances limitantes. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis aperçu que la société nous mentait. Et en fait, il y a plein de chemins qui se sont ouverts devant moi, plein de chemins que j'aurais pu prendre. Donc, j'avais les capacités intellectuelles ou athlétiques pour les prendre. Sauf qu'en fait, la société me disait, Goulven, par rapport à ta capacité intellectuelle, par rapport à ta capacité athlétique, par rapport à tes revenus, par rapport à ta profession, par rapport à ceci, cela, tu ne peux pas les faire. Voilà, tu gagnes 1 500 euros par mois, tu es dans une case de personnes qui gagnent 1 500 euros. Les personnes qui gagnent 1 500 euros ne peuvent pas acheter des appartements. Les personnes qui n'ont pas fait le triathlon ne peuvent pas prétendre à faire un Ironman ou encore à décrocher un titre de champion du monde. Sauf que tout ça, moi, en fait, la vie m'a appris à ne plus le voir, à suivre mon instinct, à suivre ma passion et en fait à y aller. Donc arrêtez de vous dire c'est impossible, arrêtez de commencer un projet en concluant
que ce n'est pas possible. Commencez-le par l'introduire et vous verrez après, la vie, c'est plein de magie. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Ludovic. Oui, oui, bah, d'abord, bravo, hein, bravo pour l'expérience que tu nous as partagée. Je suis hyper admiratif là-dessus, vraiment génial. Oui, ce que j'ajouterais, c'est que le but que vous vous fixez peut être très grand. Peut être très grand, ça peut être la liberté financière, ça peut être de devenir millionnaire, multimillionnaire. Euh, donc le but vraiment peut être, ou ça peut être aussi un but plus humanitaire, faire de l'humanitaire, donc avoir la liberté financière pour faire de l'humanitaire derrière ou autre, peu importe. Ça peut être très très grand. En revanche, je voulais juste appuyer sur un point, c'est de commencer petit pas par petit pas, parce que sinon on peut se démotiver. Quand le but est très grand et que on se dit waouh, mais c'est loin ça, c'est pratiquement inatteignable. Donc il faut l'avoir présent à l'esprit ce but. Mais ensuite, il faut se mettre en mouvement et avancer un pas après l'autre, toutes petites actions par toutes petites actions. Si vous n'avez pas encore démarré dans l'investissement immobilier, eh bien, voilà, vous avez fait un premier pas, c'est déjà de vous connecter dans cette conférence. Le deuxième petit pas, ça va peut-être être de vous inscrire à une formation ou de lire le livre de Goulwen ou autre chose. Mais petit pas par petit pas, ou de rencontrer une agence immobilière. Enfin, et ça, vous pouvez vous fixer votre plan, vos objectifs. Il faut pas non plus que ça soit trop court. Si vous dites oui, je vais atteindre la liberté financière dans 6 mois, c'est possible. Tout est possible. C'est possible. Mais c'est peut-être pas évident. Mais je veux atteindre la liberté financière dans 5 ans, et je crois vraiment pour moi que c'est possible d'être libre financièrement dans 5 ans. Là, je peux vous assurer que vous allez trouver les moyens, en avançant simplement petit pas par petit pas. Et bien sûr, vous allez avoir des échecs. Bien sûr, vous allez avoir des obstacles. On en a tous. Goulwen en a eu plein. Moi, j'en ai eu plein. Je crois que j'étais un champion du monde, je pense, des galères à certains moments. Mais on se relève et on continue à avancer parce qu'on a envie d'avancer donc vers son but. Donc voilà, simplement c'est ce que je voulais ajouter, c'est fixez-vous des petites étapes intermédiaires et avancez et continuez à avancer malgré les galères, malgré les difficultés, avancez un pas après l'autre. Et sincèrement, là vous pouvez que réussir. Il y a pas d'autre possibilité. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je rebondirai dans quelques slides juste après, justement, sur le besoin, enfin, sur l'importance, justement, d'apprendre à se connaître. Voilà, c'est vraiment identifier le parcours, identifier le chemin qui est fait pour vous avant d'identifier la rentabilité ou un futur cash flow ou justement d'être absorbé, justement, par l'argent. Voilà, c'est pas l'argent qui doit être votre guide. Votre guide, c'est la passion. Vous devez être passionné par ce que vous allez faire. On va y revenir juste après. Donc, comme vous le disiez aussi, Ludovic, ne pas s'être formé, c'est la base. Je pense qu'on vous l'a suffisamment répété. Je pense que pour la plupart, c'est pas la première conférence en ligne à laquelle vous assistez. Je pense que certains ont dû assister aussi à des événements ou peut-être qu'il y en a aussi qui se sont déjà formés auprès d'autres formateurs. Mais c'est très important de se former. C'est un peu bateau ce que je dis, c'est du bon sens. Mais l'immobilier, en fait, n'échappe pas à la règle. Moi, quand en 2005, en 2003, quand j'ai postulé pour les pompiers de Paris, où j'ai été pris en 2005, quand j'ai pris la décision d'être pompier de Paris, quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents que je voulais devenir pompier de Paris, ils m'ont pas envoyé, ou moi-même, j'ai pas été voir le boulanger du coin ou le mécanicien du coin pour lui dire bon, écoute, bonhomme, là j'ai un projet dans 2 ans, je vais être pompier de Paris. Est-ce que tu peux me former à manier les échelles? Est-ce que tu peux me former à la lance et tout? Non, c'est du bon sens. J'ai voulu être pompier, sachant que les pompiers de Paris, ça fait partie de l'armée de terre, donc j'étais dans un SIRAT, donc dans le SIRAT de Versailles, j'ai déposé un dossier, et c'était des pompiers professionnels qui m'ont formé au métier de pompier de Paris. Encore une fois, c'est du bon sens. Et je suis devenu pompier professionnel. L'immobilier, peu importe le chemin que vous allez choisir actuellement ou dans votre vie future, il faut vous former. Si demain vous voulez acheter 2, 3, 5, 10 appartements, il va falloir vous former auprès de personnes qui ont déjà réussi à acheter 2, 3, 5, 10 appartements. C'est du bon sens. Plus vous allez vous former, plus vous allez avoir cette intelligence et ce bon sens de vous dire bah, je veux me former, je veux. Voilà, et la formation, ça peut commencer par des formations gratuites, ça peut commencer par des formations par des livres, et après, si vous voulez aller plus loin, des formations où vous allez pouvoir retrouver une communauté, retrouver des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger régulièrement.
Et c'est ces personnes-là qui vont justement vous permettre de vous rapprocher de vos projets. Donc n'oubliez pas que vous êtes une action. En fait, on est vraiment une action. Plus vous allez vous former, plus vous allez investir sur vous-même, plus ça va vous permettre de vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir ou de vous rapprocher de vos projets. Oui, pardon, Goulen, je voulais juste ajouter un point par rapport à la formation également, qui est lié. C'est attention à son environnement, attention aux gens que vous côtoyez, attention, moi ce que j'appelle attention aux briseurs de rêves, parce que on a tous dans notre environnement des personnes qui nous disent, et souvent c'est des proches malheureusement, souvent c'est des gens de notre famille, qui disent mais écoute, pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais pourquoi tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, personne n'a jamais réussi dans la famille. Regarde, t'as 30 ans, t'as encore rien fait de ta vie, etc., etc. On a tous des personnes comme ça qui nous entourent. Donc, et ça rejoint la formation. Donc, rapprochons-nous de personnes qui vont nous encourager, de proches à nous qui vont nous encourager, qui croient en nous, parce que ça c'est tellement important aussi. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les formations, c'est ce qu'on va retrouver dans les séminaires. Quand vous allez à un séminaire de Goulwen, par exemple, vous allez côtoyer d'autres investisseurs immobiliers. On se challenge, on échange entre nous. Et ça vraiment c'est un moteur. Donc juste vous dire que si vous avez vraiment des gens, même des proches, même des très proches, même un conjoint par exemple, qui est négatif par rapport à ça, ça vaut le coup d'avoir bien sûr une bonne explication avec lui. Hein. Il ne s'agit pas de tout briser. Moi, je suis à 30 ans de mariage, donc c'est pas moi qui vais qui vais prôner les séparations, mais simplement avoir une bonne explication avec son conjoint en disant écoute, voilà, moi je crois vraiment que je peux y arriver, je crois vraiment qu'on peut y arriver, je crois que investir dans l'immobilier, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour nos enfants, pour nous, pour le couple. Donc écoute, laisse-moi faire, tu vas voir, on va faire des choses ensemble. Ça peut être ça tout simplement. Donc voilà, c'était ce que je voulais juste ajouter. Non, mais très bien Ludovic. Après, on enchaînera avec le troisième point, ne pas savoir dénicher et négocier un bien rentable. Ça, on va le développer juste après. Ne pas savoir élaborer un dossier bancaire et ne pas avoir anticipé la fiscalité sur votre investissement. Donc, autant de points, autant des points qui sont liés avec le mindset, avec l'état d'esprit, avec du bon sens, et des points aussi qui sont liés avec des méthodes, des stratégies. Et c'est vraiment ces 5 points-là, c'est comme une recette de cuisine. Voilà. C'est vraiment tous ces ingrédients qu'il va falloir mettre tout simplement pour vous rapprocher de votre projet. Encore une fois, l'investissement immobilier, s'enrichir, c'est avant tout du bon sens. C'est voilà, garder cette image de la formation, de la scolarité que vous avez vécue, du métier que vous faites actuellement. Voilà, vous faites peut-être accompagner actuellement, il y a peut-être des professionnels, vous avez passé des diplômes, vous avez passé des concours. Voilà, gardez à l'esprit que l'immobilier, l'enrichissement, c'est exactement la même chose. Faites-vous plus vous aurez cette capacité, cette force à vous faire accompagner, à suivre des personnes, justement des professionnels de l'entrepreneuriat, de l'investissement immobilier qui ont réussi, plus ce sera facile. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué par rapport à tout ça. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc voilà, la 100% psychologie de l'investissement immobilier. Bon, on a déjà bien commencé avec Ludovic. Donc on va commencer. Donc l'état d'esprit, voilà, comprendre comment entreprendre et réussir un projet. Ça c'est vraiment très important. L'image que j'aime bien raconter, la petite histoire que j'aime bien raconter justement pour imager tout ça, c'est l'image de la tortue. L'image de la tortue, quand elle pond des œufs, elle va sur le sable, elle fait un trou, elle met ses œufs dans le sable, et recouvre les œufs de sable. Et en fait, ça va être la chaleur. Ça va être la chaleur qui va définir si ça va être un mâle ou si ça va être une femelle. Mais en fait, notre vie, la vie qu'on vit actuellement sur Terre, c'est un peu la même chose. En fait, pour vous imaginer tout ça, c'est un peu les personnes qu'on va fréquenter, c'est notre entourage, comme a pu vous le souligner Ludovic tout à l'heure. C'est notre entourage qui va définir justement l'être qu'on va devenir par rapport à notre famille, par rapport aux gens qu'on va fréquenter. Je prends un exemple tout bête. Si demain, j'ai jamais investi dans l'immobilier, je connais strictement rien, je découvre, je suis un novice, j'ai le choix entre deux groupes d'individus.
un groupe d'individus qui passent son temps à regarder des séries, à jouer à la console, à faire la fête, et un autre groupe d'individus qui du jour au matin, ils parlent entrepreneuriat, ils parlent millions, ils parlent investissement immobilier, ils parlent compromis de vente, ils parlent indépendance financière. Si on vous met en immersion pendant 6 mois avec l'un ou l'autre groupe, vous deviendrez à l'image du groupe que vous aurez fréquenté pendant 6 mois. Une autre image pour imager tout ça, pour vraiment vous dire que l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, s'enrichir, c'est du bon sens. Si vous pouvez répondre dans le chat, vous diriez quoi à une personne qui viendrait vous voir et qui vous dirait tiens, écoute, je voudrais que tu m'aides, je voudrais apprendre à parler l'anglais couramment et rapidement. La réponse que vous allez lui dire, naturellement, ça va être va en Angleterre. Va en Angleterre pendant quelques mois, 6 mois, 1 an, et ça va être le meilleur moyen pour toi d'apprendre à parler l'anglais et de revenir en France en parlant anglais couramment. L'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, c'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est la personne qui va aller en Angleterre et qui, au bout de 6 mois, 1 an, va revenir avec un anglais courant, en parlant anglais couramment, c'est pourquoi. Pourquoi le fait d'aller en Angleterre, elle a parlé, ça lui a permis d'aller beaucoup plus vite. Tout simplement parce que c'est son esprit qui s'est câblé avec le langage, avec les codes de la société. Tous les jours, son esprit a entendu les mêmes codes, les mêmes langages. Et à un moment donné, son esprit, il a compris, il a décrypté ce langage, il a décrypté ce code de manière à pouvoir l'utiliser à son tour, de permettre de vous mettre à vos dispositions et de vous dire tiens, maintenant c'est bon, les codes du langage, on l'a décrypté, je l'ai décrypté à force d'entendre toutes ces personnes parler autour de moi, et maintenant on va pouvoir l'utiliser à notre tour. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Plus vous allez entendre de personnes autour de vous parler entrepreneuriat, parler investissement immobilier, indépendance financière, investissement et compagnie, plus vous allez être en capacité de décrypter ces codes et plus vous allez être en capacité, à votre tour, de passer à l'action. Encore une fois, n'oubliez pas, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Si demain, vous côtoyez régulièrement des personnes qui ont 2, 3, 5, 10 appartements, beaucoup plus, ou des personnes qui gagnent 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 euros, 100 000 euros par mois, plus vous serez en capacité de fréquenter ces personnes-là, de parler le même langage et les mêmes codes qu'eux, à un moment donné, ce sera du bon sens que de vouloir ressembler à ces personnes-là. Il n'y a aucun sens à fréquenter au quotidien des personnes qui sont indépendantes financièrement, des personnes qui gagnent 5, 10, 15, 20 000 euros par mois ou qui ont 2, 3, 5, 10 appartements et ne pas vouloir être comme eux, ne pas vouloir avoir en tout cas des ambitions ou une nouvelle ouverture d'esprit. C'est vraiment c'est contradictoire. C'est pas possible. Donc voilà, retenez bien cette image de la personne qui veut apprendre à parler l'anglais couramment et rapprochez-vous d'un maximum de personnes justement de cette épigénétique. Voilà, gardez cette image de la tortue. Donc c'est la chaleur qui va définir le sexe de la tortue. Vous, c'est votre fréquentation, c'est les gens que vous allez fréquenter, c'est votre famille, c'est votre entourage par rapport au monde professionnel, par rapport à vos amis, qui vont définir indirectement ce que vous allez devenir. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Ludovic. Oui, par rapport au bon sens, j'adore quand tu parles de bon sens, parce que pour moi, c'est exactement ça. Comme je disais tout à l'heure, je suis un autodidacte de l'immobilier, et ce qui m'a fait réussir dans l'immobilier, c'est simplement du gros bon sens. Et je me suis aperçu que pourquoi souvent les gens hyper diplômés ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que, comme on dit, l'analyse paralyse, parce qu'ils sont trop focus, en fait, sur certaines choses, ils n'ont pas de vision globale en fait d'un projet et ils ont oublié le simple bon sens. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas réussir si on a fait des études, mais ça veut dire qu'il va falloir désapprendre tout un tas de choses. Il va falloir arrêter d'abord de se croire supérieur à l'autre et il va falloir revenir au bon sens et c'est ça qui va vous faire réussir en effet dans l'investissement immobilier. Et puis c'est lié, c'est revenir aux choses simples. C'est simple en fait. L'immobilier, tu le disais tout à l'heure, Goulwen, c'est pas la peine d'avoir des grandes formules mathématiques, etc., etc. C'est très simple. Et moi, je me suis entouré, parce que dans ma vie d'entrepreneur ou ma vie d'investisseur immobilier, bien sûr, je me suis entouré à certains moments de grands cabinets d'audit
de gens de grands fiscalistes, de grands juristes, etc., mais qui arrêtaient pas de me compliquer les choses. Et je dis, mais attendez, et simplement, ça donne quoi? Parce que tellement ils m'ont brouillé dans leur truc, je finissais par perdre le fil, je finissais par perdre la globalité, en fait, du projet, mon bon sens, en fait. Et puis, on peut se laisser impressionner par des personnes comme ça, qui parlent avec leur langage, qui peut être un petit peu compliqué. Et quelle erreur. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est à chaque fois, je dis, OK. Et donc, de manière simple, ça veut dire quoi? Et simplement, ça veut dire quoi? Si je pose une question, parce que moi, j'arrête pas de poser des questions, en effet, même sur la fiscalité, je crois qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et bien, donc il commence à me sortir. Si pendant un quart d'heure il me parle de fiscalité, de loi de finances qui a évolué, qui va peut-être encore évoluer, je dis attendez, et simplement ça donne quoi? Donc je fais quoi? Et là on revient à l'essentiel, on revient au bon sens, et là on avance. Voilà. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ensuite, prendre conscience des possibilités que vous offre l'immobilier. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, par rapport à l'exemple que je vous ai donné dans le sport avec l'Ironman de Nice. En fait, si j'avais un exemple parallèle dans l'entrepreneuriat, par rapport à tous les chemins que j'ai pu découvrir, tous les chemins que m'ont fait découvrir ce challenge que j'ai réussi, en fait, dans l'entrepreneuriat, mes 14 premières, non, mes 8 premières années d'investisseur, j'ai acheté 14 studios. Après, je me suis un peu posé, un peu formé, j'ai sorti un peu la tête de l'eau et j'ai investi dans des immeubles de rapport, dans 4 immeubles de rapport. Et 2 ans après avoir investi dans ces immeubles de rapport, j'ai à nouveau fait une pause. Je me suis aussi posé un peu sur mon parcours, pourquoi j'avais mis telle ou telle action en place. J'ai cherché à comprendre mon mode de fonctionnement pour justement avoir plus de facilité à véhiculer mon parcours et ma réussite, notamment mon état d'esprit et mon mindset. Et en fait, j'en ai conclu que les immeubles de rapport, j'aurais très bien pu commencer directement par un immeuble de rapport, parce qu'investir dans un studio, dans un immeuble de rapport, en soi, il n'y a pas grande différence. Un immeuble de rapport vous demandera quand même plus de responsabilités, vous demandera plus d'épargne, mais après, sur le plan des démarches à effectuer, c'est relativement comparable. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu qu'à mes débuts dans l'immobilier, donc j'ai mes premiers investissements, je les ai fait en 2006, en fait, tout simplement, si j'ai pas commencé à investir dans des immeubles de rapport, c'est que tout simplement, j'ignorais ce chemin. En fait, j'ignorais complètement ce chemin. Je ne savais même pas qu'on pouvait investir dans des immeubles de rapport. Vous seriez venu me voir en me disant, tu sais, Goulven, là, je vois que tu investis dans des studios, c'est très intéressant ce que tu fais, mais pourquoi tu ne vas pas à l'étape supérieure? Pourquoi tu ne veux pas investir dans des IDR, dans des immeubles de rapport? Je pense que si une personne était venue me voir pour me dire ça, je pense que je l'aurais regardé avec des gros yeux en me disant, mais des immeubles, mais c'est une blague, tu te fous de ma gueule, c'est ironique ce que tu me dis. Pour moi, en fait, l'idée que j'avais d'un immeuble de rapport, c'était voilà, de suite la tour Montparnasse. Pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'était un voyant rouge, inaccessibilité, c'est juste pas possible. Et en fait, voilà, mais en fait, j'aurais pu commencer directement par des immeubles de rapport. C'est un chemin qui m'était accessible parce que j'ai réussi à investir dans des studios, donc les immeubles de rapport, j'aurais également pu réussir. Mais je ne savais pas que ce chemin était fait pour moi, parce que je ne le connaissais pas. Donc pour moi, il était impossible d'emprunter un chemin tout simplement dont j'ignorais qu'il existait, alors que c'était un chemin qui m'était possible. Et c'est vraiment ce que j'ai envie sur lequel j'ai vraiment envie de pointer du doigt. Et pour ça, j'ai appelé Ludovic Bréant pour qu'il m'aide justement à ce que vous repartiez d'ici avec un nouvel état d'esprit et que vous compreniez que l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'entrepreneuriat. Et par la suite, voilà, j'ai investi dans des immeubles de rapport parce que voilà, ce chemin, je l'avais découvert, je savais qu'il m'était accessible. J'ai eu une ouverture d'esprit par la suite à force de côtoyer des gens. Ça m'a pris 8 ans avant de comprendre avant que l'information arrive à mon cerveau. Mais encore une fois, tout est possible. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé que toutes celles et ceux qui sont présentes lors de cette conférence en direct, vous avez sûrement des objectifs, vous avez sûrement des rêves, il y a sûrement plein de choses pour lesquelles vous passez à côté, parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas que vous n'avez pas les capacités intellectuelles, physiques ou autres, c'est que vous ignorez certains chemins, certaines méthodes, certaines stratégies. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Ludovic, ou par rapport à ton parcours, par rapport à des anecdotes ou autres. Oui, ça me renvoie au fait de voir grand.
et souvent, c'est vrai qu'on se limite, on s'auto-limite. Alors, pour commencer, voilà, je conseillerais pas en effet aux personnes qui démarrent de démarrer par un immeuble de plusieurs millions d'euros. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais bien sûr, je le conseille pas parce qu'il faut acquérir les réflexes, voilà. Et puis, on peut pas sortir, on va en parler, je crois après, mais on peut pas sortir non plus de sa zone de confort de manière trop importante. Mais n'hésitez pas à voir grand, à voir très grand si vous avez envie de voir grand. C'est pas bien sûr une obligation. Vous pouvez tout à fait investir dans l'immobilier pour avoir quelques appartements simplement pour être tranquille pour votre retraite et pour voyager à travers le monde. C'est une possibilité. Mais peut-être que certains d'entre vous veulent aller beaucoup plus loin, veulent vraiment faire une différence. Et donc de mon côté, ça me renvoie, Goulwen, au fait que je me suis jamais limité en fait. Je me suis jamais limité et quand je vois un projet, même encore aujourd'hui, quand je vois un projet, je sais pas, de plusieurs millions d'euros, je vais pas me dire ouais, plusieurs millions d'euros, non, non, moi je fais moins d'un million d'euros. Non, je regarde le projet, je regarde les possibilités et souvent en fait, quand on regarde les projets même très importants, alors j'ai plein d'exemples, mais bon, on verra tout à l'heure si on a le temps, plein d'exemples que j'ai réalisés de mon côté. Mais un des plus gros investissements que j'ai fait, c'était en effet un immeuble de 200 logements, donc dans la région parisienne. C'est un foyer qu'on a acheté, que j'ai acheté donc à la SNCF. On a acheté le foyer donc 1,5 million. On a fait c'était il y a une dizaine d'années. On a fait 1,5 million d'euros de travaux et je l'ai exploité avec un cash flow positif. Mais l'avantage, c'est pas un cash flow positif de quelques centaines d'euros, c'est un cash flow positif de quelques centaines de milliers d'euros par an. Donc, évidemment, c'est sympa, ça va plus vite, on va dire. Et puis, en fait, on a eu une proposition parce qu'il y avait un concept avec on logeait des fonctionnaires de police. Et en fait, donc, un gestionnaire avec un investisseur bancaire nous a proposé de racheter en fait ce bien parce qu'il voulait dupliquer et faire d'autres, de dupliquer ce concept. Et donc, on a fait une plus-value d'1,5 million d'euros. Donc, ça a été, juste à la revente en quelques années. Donc, tout ça, ça a été des gros chiffres. On en a fait d'autres comme ça. Ça a été des gros chiffres. Mais voilà, simplement parce que on s'est pas limité. Je me suis pas limité. Et c'est comme ça que j'ai encouragé aussi à fonctionner. Donc, notre équipe, moi, je me limite jamais. Voilà. Ah, ouais, très intéressant. Bravo pour ces investissements et pour les bascules que tu as réussi à faire, et notamment aussi par rapport à tous les bénéfices et le cash flow. Donc voilà, bravo. Encore une fois, Ludovic, il est parti de zéro. Mais encore une fois, il se limite pas. Tout est possible. Et surtout, moi, je pense que Ludovic, comme moi, comme tous les investisseurs entrepreneurs, on a appris à se connaître. Voilà, on a vraiment appris à se connaître. Donc ça va être la slide juste après, mais c'est vraiment très important d'apprendre à se connaître pour justement ne pas fréquenter, ne pas aller sur des chemins qui seraient beaucoup trop compliqués pour vous. Aussi apprendre à sortir de sa zone de confort. Là, la petite image que je vais vous mettre, c'est vrai que j'ai oublié de la mettre. C'est vrai que ça, c'est très important d'avoir cette force, d'être en mesure de sortir de sa zone de confort pour vous rapprocher de votre objectif. Parfois, c'est important de faire 2-3 pas en arrière pour justement repartir de plus belle. Voilà, pour celles et ceux qui m'écoutent souvent, qui suivent régulièrement mes conférences ou mes événements, mes séminaires et compagnie, quand je suis rentré chez les Pompées de Paris, pendant 4 ans, j'avais pris la décision de rester à demeure dans une chambre collective qui faisait à peu près, si je dis pas de bêtises, de 30-35 mètres carrés. Et on était 6-7 à la partager. Moi, je me souviens, j'avais mon petit coin personnel, j'avais 4 mètres carrés où j'avais 2 petites armoires, j'avais un petit lit de place, un tout petit lit de bureau. Et voilà. Et moi, en fait, je m'éclatais. En fait, mes collègues de travail ne comprenaient pas le fait que je reste à demeure 7 jours sur 7. Il y a personne qui pouvait venir dans ma chambre. Je pouvais pas recevoir des amis, je pouvais pas recevoir ma famille. On était dans une enceinte militaire. Mais moi, en fait, je m'éclatais parce qu'en fait, moi, je voyais pas ces 4 mètres carrés comme pouvaient le voir mes camarades, mes collègues. Moi, en fait, je voyais ces 4 mètres carrés qui allaient me donner l'opportunité de permettre de réaliser, de mettre en place un projet immobilier. Et en fait, apprendre à sortir de sa zone de confort, ce que j'aime bien, moi, c'est vous dire apprenez à réfléchir en 1 égale 2 ou 1 égale 3 ou 1 égale 4. En fait, la plupart des personnes réfléchissent en 1 égale 1. Alors que pour que vous compreniez en fait ce que je veux dire entre une personne qui réfléchit en 1 égale 1 et une personne qui réfléchit en 1 égale 2, on prend l'exemple que j'aime bien prendre.
lors des événements, quand je raconte cette petite histoire, c'est l'exemple de McDonald's. Voilà, McDo, personne n'a pour projet, personne a pour ambition de travailler à McDonald's, à McDo. Souvent, c'est un passage dans notre vie quand on est étudiant ou un travail d'appoint. Enfin, voilà, c'est la plupart des personnes passent par les fast-food, par McDo pour justement des petits travails. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font carrière chez McDo. Et ce que je veux vous dire par là, c'est la personne, on prend deux personnes. On va dire qu'il y a Bertrand et Xavier. Bertrand, lui, il réfléchit en 1 égale 1. Ça veut dire que Bertrand, il va à McDo. Il n'a pas choisi forcément ce travail par passion, mais c'est plus ce travail qui va lui permettre de payer sa voiture, de payer son loyer, de payer sa nourriture. Et en fait, Bertrand, il réfléchit en 1 égale 1. C'est-à-dire qu'il va à McDo et McDo va lui verser un salaire. Et en fait, voilà, il est frustré parce que son travail ne le passionne pas. Et à côté de ça, il y a Xavier. Lui, Xavier, il est comme Bertrand, il fait exactement les mêmes horaires, le même travail que Bertrand, sauf que Xavier, lui, il fait aussi ce travail pour payer sa voiture ou payer son loyer, c'est un petit travail d'appoint, mais Xavier, lui, il a la patate. Xavier, il s'éclate à McDo. Et en fait, pourquoi Xavier s'éclate à McDo? Parce que Xavier, il réfléchit en 1 égale 2. C'est-à-dire que Xavier, il va à McDo, donc il va à McDo pour travailler, et donc ça c'est le 1, et le égal 2, c'est qu'il va avoir un salaire, mais le salaire qu'il a, ça va lui permettre de mettre en place des projets. Par rapport à un logement, par rapport à un investissement immobilier, par rapport à un investissement tout simplement. Donc en fait, Xavier, lui, il voit pas McDo au même titre que peut le voir Bertrand. Lui, il voit pas des sandwichs, il voit pas des hamburgers, il voit pas la contrainte du travail, il voit pas la contrainte des horaires. Lui, s'éclate à aller à McDo parce qu'en fait, McDo, grâce à McDo, il met des actions en place pour se rapprocher de son projet, pour mettre en place un investissement immobilier. Donc en fait, chaque jour où Xavier va à McDo, c'est pour mettre en place un projet dans l'immobilier. Jour après jour, il se rapproche de son projet. Donc c'est très important de réfléchir en 1 égale 1, enfin en 1 égale 2, 1 égale 3. Et après, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'immobilier par rapport aux premiers investissements que je faisais, où j'investissais dans des studios. Donc là, je réfléchissais, c'était des investissements en 1 égale 1. J'achète un studio qui me rapporte un loyer. Mais après, les personnes qui vont, vous pouvez très bien le faire avec un logement de un F3, F4, aller dans à faire une colocation, admettons. Vous allez acheter un logement et avec ce logement, vous allez avoir 2, 3, 4 loyers. Vous pouvez acheter un IDR. Donc, vous allez réfléchir en 1 égale 4 peut-être. Vous allez faire une action, un achat qui va vous rapporter 4 appartements. Donc là, vous réfléchissez en 1 égale 4. Donc, c'est très important, encore une fois, la manière dont vous allez réfléchir, la manière dont vous allez visualiser les choses, c'est vraiment ce qui va définir votre parcours et la suite de vos projets. Encore une fois, investir sur vous pour ne pas exprimer de regrets. Comme je vous le disais juste avant, on est vraiment une action. Plus vous êtes en capacité d'investir sur vous, plus ça va vous permettre de vous rapprocher de vos projets. Encore une fois, l'investissement, ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être un événement, un séminaire, un networking, un mastermind. Voilà, aujourd'hui, il y a Internet, il y a vraiment plein d'événements. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui est démocratisé aujourd'hui avec tous les blogs, avec toutes les formations qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Une personne qui veut vraiment réussir dans l'immobilier, qui veut vraiment réussir à atteindre son indépendance financière, ou à doubler son salaire, doubler son patrimoine, on a vraiment toutes les choses sur la toile pour y arriver. Et ensuite, c'est le passage à l'action. C'est avec une citation que j'aime bien, ça c'est l'une de mes citations préférées, c'est la connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont d'énormes connaissances, mais qui ne passeront pas à l'action. Aujourd'hui, ou même quand j'ai commencé dans l'immobilier, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais loin d'avoir toutes les connaissances du monde dans l'immobilier. Et en fait, moi, les premiers blocages que j'ai eu, les premières croyances limitantes que j'ai eues, c'est de me dire comment je vais faire pour me lancer dans l'investissement immobilier. Comment je vais faire face à un agent immobilier qui va me vendre un bien. Je me disais, mais un agent immobilier, toutes les bonnes opportunités, toutes les bonnes affaires, ils doivent toutes les signer.
Et ce qu'ils vont nous vendre, c'est quoi? C'est les invendus. Pour moi, j'avais vraiment cette image de l'agent immobilier qui va nous vendre les invendus parce que eux-mêmes sont dans l'agence, donc ils vont pouvoir être au premier plan, en première ligne pour vraiment acheter toutes les bonnes opportunités. Et en fait, le métier m'a appris, les années d'investissement m'ont appris que, en fait, non, c'est bien beau d'avoir des connaissances, mais c'est pas ça qui va vous faire passer à l'action. C'est vraiment l'état d'esprit, le mindset, l'éducation, la formation que vous aurez eue qui vont vous permettre de passer à l'action. Oui, Goldwyn, j'ai vu certaines personnes autour de moi être paralysées en fait par la peur, paralysées par la peur justement de passer à l'action, et puis par la peur de sortir de sa zone de confort. J'ai vu des personnes être paralysées par la peur de signer un compromis de vente, de signer son premier acte notarié, parce qu'on se dit mais est-ce que je fais pas d'erreur, est-ce que je suis pas en train de me tromper, est-ce que je suis sur le bon secteur, est-ce que si, est-ce que ça. Et je pense qu'on a tous en fait nos défis à surmonter. Bon, de mon côté, j'ai pas eu trop de difficultés avec l'immobilier. J'ai pas eu peur en fait de me lancer, d'investir dans l'immobilier. En revanche, j'avais une peur bleue de parler en public ou de faire une vidéo. Je raconte ça de temps en temps, mais c'est pour expliquer que chacun on a nos défis. Moi, mon défi, c'était de faire des vidéos, parce que alors je me suis formé à ça, mais il y a 2 ans, enfin il y a un peu plus de 2 ans. Bah, il a fallu, ok, t'es formé, mais maintenant il va falloir tourner et poster quelques vidéos. Et sincèrement, j'étais paralysé par la peur. Bon. Donc ça c'était mon défi. Alors comment j'ai fait pour le surmonter? Comment j'ai fait pour surmonter, donc enfin, pour dépasser ma zone de confort, sortir de ma zone de confort? Bah tout simplement, d'abord j'avais envie. J'avais vraiment envie de faire des vidéos pour passer un message, c'est tout. Je ne peux pas faire une vidéo en soi, mais c'était pour passer un message. On pourrait faire le parallèle avec l'immobilier. Si vraiment vous avez envie d'être libre financièrement, si vraiment vous avez envie d'atteindre vos buts de vie grâce à l'immobilier, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir en effet passer à l'action et sortir de sa zone de confort. Et ensuite, on fait ça un pas après l'autre, comme on disait tout à l'heure, et sans se trouver en effet d'excuses. Et pour terminer avec les vidéos, l'anecdote, c'est que voilà, j'ai fait une vidéo les unes après les autres. Et aujourd'hui, 200 vidéos plus tard, il y a à peu près 10 000 personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, et quelque part, c'est une fierté parce que c'était un tel défi pour moi que bah, j'en suis très content. J'en suis très fier. Ça fait partie de mes projets réalisés. Et c'est la même chose quand on se lance dans l'immobilier. Si certains d'entre vous ont des peurs par rapport à ça, avancez, sortez de votre zone de confort. Et si vous avez envie, vraiment, vous allez y arriver en passant à l'action. Voilà, bien sûr, bien sûr. Voilà, dites-vous que toutes les personnes que vous pouvez suivre, toutes les personnes dans votre entourage qui ont pu réussir dans l'immobilier, voilà, dites-vous que toutes ces personnes-là, bon, au début, elles étaient comme vous, hein. Elles savaient pas comment investir, elles avaient sûrement peur, que ce soit faire une vidéo ou aller, tout simplement, moi, la première peur que j'ai eue, je me rappelle, c'est le premier rendez-vous que j'ai eu dans un organisme bancaire. C'était au Crédit Agricole, la banque où j'étais au début. Et lorsque je devais avoir 22 ou 23 ans, quand j'ai été démarché cet organisme bancaire et que j'ai eu mon premier rendez-vous pour cette fois-ci non plus essayer de négocier des découverts ou ceci, cela, mais vraiment pour parler d'un projet concret, d'un projet d'investissement immobilier. Et j'avais peur, voilà, je me sentais beaucoup trop jeune. L'agent immobilier, le banquier, je comprenais pas, je comprenais pas tous les termes qu'il employait. Et en fait, j'étais tellement un peu stressé et compagnie. Quand je suis sorti de ce rendez-vous, moi, j'avais pas tout compris. Mais à force d'enchaîner les rendez-vous, j'ai compris. En fait, encore une fois, c'est comme la personne qui va apprendre à parler anglais. À force de fréquenter les banquiers, j'ai compris, j'ai appris leur code, leur dialecte, leur langage. Et encore une fois, il y a vraiment rien de compliqué. Et ce que vous n'avez pas compris lors d'un premier rendez-vous, vous assistez à un deuxième rendez-vous, hop, il y a peut-être 2-3 mots, ça y est, qui vont commencer à se familiariser avec vous. Et c'est la meilleure des façons voilà, après d'être à l'aise face au banquier, de savoir de bien identifier le projet que vous avez. Et après, c'est vous qui allez mener la discussion, que ce soit en négociation ou que ce soit face à un banquier, justement, pour aller chercher un oui. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, le point sur lequel a insisté Ludovic, c'est l'orientation de son investissement. Donc ça, c'est très important, ces 2 points.
identifier votre future direction et quel type d'investissement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Comme je vous le disais, il va falloir identifier votre future direction et pour identifier votre future direction, il va falloir apprendre à vous connaître. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Encore une fois, là, je vous parle depuis tout à l'heure de doubler son salaire, d'acheter 2, 3, 5, 10 appartements, de gagner 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs et il n'y a pas un objectif qui est moins bien qu'un autre. Ici, peut-être, il y en a parmi vous qui sont là ce soir, qui suivent cette conférence. Ils ont tout simplement leur objectif, c'est peut-être tout simplement de décrocher un CDI, justement de mettre cette action en place pour se lancer dans les investissements immobiliers. C'est peut-être de fonder une famille. Il n'y a pas un objectif qui est mieux qu'un autre. Voilà, ça, il faut vraiment que ce soit clair, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Et par rapport à l'orientation de votre investissement, donc identifier votre future direction, ça va être d'identifier vous voulez faire quoi. Moi, pour prendre mon exemple personnel, quand je me suis lancé dans un investissement, avant même de savoir dans quel type d'investissement je voulais me diriger, je me suis posé des questions. Boulven, voilà, tu veux quoi, tu sais faire quoi, quel type d'investissement tu ne veux pas. En fait, moi, la première chose que j'avais identifiée, c'était un bien, un investissement avec des travaux. Je voulais surtout pas ça. Pourquoi? Parce que voilà, je suis pas, il y a 10 ans en arrière, je n'étais pas un grand bricoleur. Je ne suis pas forcément aujourd'hui encore, mais je l'étais encore moins il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça, mon train de vie, la situation professionnelle, où je travaillais chez les pompiers de Paris, mais parallèlement à ça, je travaillais aussi chez les pompiers volontaires. Donc, je courais un peu les casernes, je courais un peu tout ça, et j'avais vraiment pas beaucoup de temps libre pour moi, pour me former, pour faire du bricolage, pour ceci ou pour cela. Donc moi, j'avais vraiment identifié, en plus j'avais identifié que les investissements immobiliers, j'avais vraiment cette volonté d'investir, mais parallèlement à ça, je m'étais pas forcément aussi très bien formé. Donc je me suis dit, j'avais envie de me faire la main avec un petit studio. À l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je gagnais à peu près 1300, 1400 euros. Donc j'avais identifié à peu près que ma capacité d'emprunt, ça allait être moins de 100 000 euros, que je voulais rester en région parisienne, dans les Yvelines où j'avais grandi et où j'avais vécu. Donc voilà, je me suis dit, un studio en région parisienne, je peux peut-être en trouver à 70, 80, 90 000 euros. Donc je me suis dit, voilà, il va falloir que je trouve un studio dans ces prix-là à Plaisir, dans les Yvelines, à côté de Versailles. Et en fait, donc, je me suis dit, par rapport à ces prix-là, ça allait être un studio. Et un studio, moi, ça me convenait très bien. Je me suis dit, maintenant, il va falloir que je trouve un studio avec la meilleure des rentabilités, avec en tout cas le studio le moins cher possible. Et à aucun moment, je me suis dit, je vais identifier quel est le bien, quel est le bien, le type d'exploitation qui rapporte le plus dans l'immobilier. Si aujourd'hui, je vous parle de rentabilité, moi, je suis une personne qui veut parler de rentabilité. Moi, je vais l'inviter. Si vraiment elle veut de la rentabilité, du cash flow, ça va être plus de l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, ça va être plus une exploitation en location courte durée. Mais la question à se poser, c'est est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de faire un immeuble de rapport? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, du jour au lendemain, à accueillir, à gérer 3, 4, 5, 6, 7 locataires? En fait, il faut vraiment statuer sur votre situation professionnelle, familiale, financière, personnelle, professionnelle. C'est vraiment très important de faire le point par rapport à tout ça. Et c'est vraiment tous ces critères-là qui vont vous permettre de prendre le chemin qui vous convient vous. Encore une fois, il y en a dans l'immobilier, ils se lancent directement par des immeubles de rapport. C'est pas forcément ce que je conseille, mais si ces personnes-là, en tout cas, je l'espère, se lancent dans des immeubles de rapport, c'est qu'ils ont identifié que les immeubles de rapport, c'est vraiment ce qui leur convenait. Il y en a qui ont envie de commencer dans les investissements immobiliers en commençant très très vite. Il y en a qui veulent être plus prudents comme moi et prendre un peu plus leur temps. Après, voilà, j'ai fait des investissements beaucoup plus massifs, comme je l'explique dans mon livre, parce que j'avais compris un peu les rouages de l'immobilier. L'immobilier, ça m'amusait, je m'éclatais, mais j'ai commencé petit. Il y en a qui commencent aussi par une cave, par une place de parking. Encore une fois, il n'y a pas un investissement qui est mieux qu'un autre. Le plus important, c'est de se lancer, c'est de mettre en pratique tout ce que vous avez pu apprendre. Moi, ça, c'est très important. Moi, le terrain, ça m'a appris énormément de choses. Avec mon premier investissement, j'ai appris à gérer, à payer une taxe foncière, les charges de copro. Donc, c'est plein de petites choses que j'ai découvert. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, justement, Ludovic.
Oui, oui. Alors, oui, j'ai beaucoup apprécié également quand tu parles. En effet, on est tous différents, on a tous des objectifs différents, et on a tous également des talents et des dons différents. Et ça, c'est important aussi d'aller les identifier. Peut-être c'est dans ton chapitre, peut-être bien se connaître, parce que quand on se connaît bien, ben, on s'aperçoit que on est tous uniques en fait. On a tous vraiment un talent qui est totalement différent des autres. Et certains vont avoir un talent pour la création, pour la décoration, si on parle d'immobilier, pour la gestion, pour la vente, pour les travaux, enfin, etc. Donc en effet, identifier ce pourquoi on est bon, ça c'est vraiment important parce que l'idée, en tout cas pour moi, c'est de se centrer sur nos points forts, ce sur quoi on est bon, ce sur quoi quelque part on est venu sur Terre et déléguer le reste. Moi, pendant des années, j'ai voulu améliorer mes points faibles, plein de choses sur lesquels je suis pas bon, et j'ai voulu les améliorer. Et je me suis aperçu que c'était une vraie perte de temps. Donc aujourd'hui, je mets le focus sur mes points forts, qui vont plutôt être la création de projets, le développement, etc. Et je sous-traite tout ce qui est là où je suis le moins bon, donc plutôt la gestion, par exemple, ou la partie technique, toutes ces choses-là, parce que je connais des personnes qui sont excellentes en technique, et donc on se complète. Donc on n'est pas, moi, je suis ni mieux ni moins bien qu'un autre. Mon partenaire technique, il est pas moins bien ou mieux que moi, il est simplement différent. Donc on se complète tous dans ce grand jeu de la vie. Donc c'est important de savoir en effet là où on est bon. Et puis sur le type d'investissement, Goulwen, c'est vrai que c'est tellement large l'immobilier, parce que là on a parlé en effet d'investissement immobilier locatif, d'appartements, d'immeubles, mais il y a également de l'immobilier de bureau, il y a également l'hôtellerie, il y a également les zones artisanales, il y a l'immobilier commercial. Dans les immeubles, il y a la location nue, il y a la location meublée, il y a la colocation. Si ensuite, dans l'immobilier, on peut également décider de faire du marchand de biens pour se générer de la trésorerie. Et quand on fait du marchand de biens, et bien, il y a également des choses à voir. On peut diviser des biens, on peut les agrandir, on peut faire de l'aménagement de combles, on peut faire de la surélévation de biens. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est tellement large, ce secteur d'immobilier, qu'on a intérêt, et vous avez intérêt à vous spécialiser sur un créneau, le créneau que vous allez le plus sentir, là où vous allez vraiment vous sentir bien. C'est pareil sur les marchés locatifs meublés. Il y a de l'étudiant, il y a du senior, il y a des estivants. Donc tout ça, c'est extrêmement large. Donc, je pense que l'idée, c'est de se spécialiser sur un créneau et d'être un champion sur son créneau. Et là, c'est là où on va vraiment faire la différence. Ouais, mais tout à fait. Moi, je te rejoins complètement, Ludovic. En tout cas, merci pour pour le complément d'information. Donc voilà pour l'orientation, pour le deuxième point voilà, qu'on voulait évoquer avec Ludovic sur l'orientation de son investissement. Donc encore une fois, voilà, gardez bien à l'esprit que voilà, il n'y a pas d'investissement qui est mieux qu'un autre. Apprenez à vous connaître. Ça, c'est vraiment, c'est la clé. C'est la clé de votre parcours, c'est la clé de votre réussite avant d'identifier l'investissement que vous voulez faire. Apprenez à analyser votre situation personnelle, familiale, financière, voilà, professionnelle et compagnie. Et il faut vraiment faire une recette. Voilà, faut vraiment que tous les voyants soient ouverts. Et ensuite, par rapport à tout ça, par rapport à ces différents points, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'identifier votre investissement. Et gardez bien aussi à l'esprit que pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait des investissements immobiliers, le premier investissement, c'est vraiment l'investissement le plus important. C'est vrai, ce sera votre rampe de lancement. Parce que si vous réussissez votre premier investissement, comme j'ai pu réussir le mien à Elancourt, à la Clé Saint-Pierre, j'ai rapidement voulu en faire un deuxième. Et en fait, le deuxième et le troisième que j'ai fait en parallèle, ça a été dans la même résidence où j'ai investi dans mon premier investissement. Donc ça, c'est vraiment très important. Parce que la personne qui aura mal identifié ces différents points, si vous vous plantez sur votre premier investissement, il va y avoir deux choses. La première chose, soit vous allez avoir la force et le mental de continuer, mais vous allez continuer en traînant un boulet. Et quand vous allez revoir votre banquier pour un deuxième investissement, voilà, le fait de traîner un déficit foncier ou un mauvais investissement, le banquier n'aura peut-être plus forcément confiance en vous pour vous prêter pour un second bien, alors que ça se trouve, le second bien, c'est cette fois-ci un super investissement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important de ne pas louper son premier investissement, parce que
ce sera vraiment la langue de lancement pour de futures acquisitions. Donc ça, c'est très important. Donc vraiment, apprenez à vous connaître. Et plus vous serez en capacité d'apprendre à vous connaître, plus vous serez en capacité de trouver et de prendre le chemin qui vous convient à vous. Ensuite, on va parler des prêts bancaires. Des prêts bancaires, encore une fois, à travers la psychologie. Voilà, on va pas parler comment présenter un dossier bancaire, ce qu'il faut mettre dans un dossier bancaire. C'est plus encore la psychologie, comment aborder un rendez-vous, comment aborder un premier rendez-vous avec un être humain en face de nous, avec comment aller chercher un oui, comment défendre son dossier. Donc, dans un premier temps, on va prendre un rendez-vous avec votre banque déjà pour définir l'enveloppe de votre projet. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes, quand j'interroge des gens qui ne sont pas forcément des investisseurs, mais des gens qui sont semblables à moi, qui gagnaient le même salaire que moi quand j'étais pompier, et quand je leur disais c'est dommage, pourquoi toi aussi tu n'investis pas dans l'immobilier, pourquoi tu t'intéresses pas à ce pilier d'enrichissement, pourquoi tu vas pas voir ton banquier pour emprunter 80, 100, 150 000, 200 000 euros. En fait, il y a beaucoup de gens, et c'est là où j'ai été étonné de leurs réponses, il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, toi, ce que tu as fait, c'est bien, mais encore une fois, moi, je peux pas le faire. Moi, c'est pas possible, je gagne pas assez, j'ai pas les connaissances, l'immobilier, c'est compliqué, j'ai vu un reportage à la télévision qui m'a dit qu'il allait avoir une future crise, ou j'attends un changement de président parce que la gauche, c'est ceci, parce que la droite, c'est cela. Moi, en 10 ans, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Encore une fois, je me répète par rapport à ce que j'ai pu dire au début de cette conférence, mais commencez votre projet par une introduction. Moi, je préfère que ce soit le banquier qui me dise « Bon, écoutez, monsieur Tristan, ce sera pas possible pour ce prêt immobilier parce que ça. » Bon, moi, je vais partir de chez le banquier en me disant « Ok, bon, il y a ça qui vont pas. Ok, je vais aller voir un deuxième organisme bancaire. Peut-être qu'il va me dire autre chose, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un dixième. » Voilà, ça m'est arrivé de faire plus de 10 organismes bancaires avant d'avoir un prêt immobilier. Mais en tout cas, le fait de démarcher, le fait d'y aller de moi-même, je sais si j'ai un refus, si ce n'est pas possible auprès de l'organisme bancaire, au moins je saurai pourquoi et ça va me permettre à moi de savoir quels sont les points qui me restent à travailler. Donc déjà, encore une fois, c'est du bon sens, mais j'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'osent pas se lancer ou qui n'osent pas passer le cap supérieur parce qu'ils se disent ouais mais le banquier, j'ai pas les moyens, j'ai pas la situation actuelle, ceci, cela. Allez voir l'organisme bancaire pour entre guillemets lui rendre compte que vous avez un projet et voir avec lui ce qu'il est possible de faire. Donc c'est très important. Apprendre à avoir une bonne gestion de vos comptes bancaires. Ça c'est très important. Encore une fois, c'est vraiment ce que vous allez véhiculer quand vous allez démarcher un organisme bancaire, quand vous allez aller démarcher votre banquier. C'est très important d'avoir une bonne gestion de vos comptes bancaires et d'avoir aussi une belle apparence. En fait, le banquier, pour résumer un peu les 3 points qu'on va voir là, le banquier, il va jouer un peu au détective. Le banquier, il vous connaît ni d'Adam, ni d'Ève, et vous allez, après quelques minutes, lui demander 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Il vous connaît ni d'Adam, ni d'Ève, et vous allez lui demander une somme à 6, 7 chiffres. Et le banquier, bon, c'est son métier, c'est son cœur de métier, de prêter de l'argent. Mais encore une fois, le banquier, il veut s'assurer que vous êtes solvable, que vous êtes crédible, que vous avez une bonne connaissance dans le produit dans lequel vous voulez investir. Et le banquier, il va avoir 2 choses. Il va avoir 2 choses justement pour creuser sur le personnage que vous êtes. Ça va être déjà la première chose, les 7 premières secondes, les 7-10 premières secondes, ça va être votre présentation. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer dans son bureau, ça va être de quelle manière vous allez vous comporter. Ça va être votre tenue vestimentaire, ça va être la poignée de main, ça va être la manière dont vous allez défendre votre projet, la manière de vous présenter. Ça va être plein de... Le banquier, en fait, il va essayer de comprendre quelle est la personne qui vous êtes au final. Et la deuxième chose, ça va être le dossier bancaire que vous allez lui ramener.
Est-ce que ça va être un dossier bancaire qui va être rangé, qui va être organisé? Est-ce que vous allez oublier des pièces ou non? Et après, il va creuser sur tout ce qui est sur vos comptes, sur toutes les écritures de votre compte. Il va essayer de regarder un peu, il va essayer d'apprendre votre quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, nos comptes sont passés au peigne fin. C'est-à-dire que quand vous faites un achat, si vous allez à McDo, que vous consommez pour 10 euros, sur votre relevé de compte, il y aura McDo 10 euros. Si vous êtes dans un bar, il y aura l'enseigne du bar. Si vous êtes dans une boîte de nuit, il y aura le nom de la boîte de nuit et compagnie. Et en fait, ça va être une carte d'identité. Vos relevés de compte, ça va être vraiment une carte d'identité pour le banquier, pour apprendre à vous connaître et pour savoir quel est votre rythme de vie. Est-ce que vous êtes dépensier, pas dépensier? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui épargne ou non? Et en fait, il va mener son enquête par rapport à tout ça. Donc, c'est très important déjà de bien se présenter, voilà, d'être présentable, de savoir parler, d'avoir cette volonté d'aller chercher un oui. Plus vous allez avoir cette volonté d'aller chercher un oui, plus vous serez en capacité, plus vous aurez des facilités de défendre votre dossier. Et surtout, il va falloir en amont préparer vos dossiers, préparer ce rendez-vous, préparer justement ce rendez-vous avec des comptes, que vos comptes soient propres, soit clean et ne pas et que ce banquier, que la personne qui est en face de vous ait l'apparence que vous soyez quelqu'un, que vous gérez vos comptes comme un bon père de famille. Et c'est très important d'avoir cette image d'une personne qui gère ses comptes comme un bon père de famille. Donc ça, c'est très important. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Ludovic? Par rapport au rendez-vous, par rapport au comportement, de quelle manière toi tu allais voir les banquiers, de quelle manière tu préparais tes dossiers et tout ça? Oui, mais c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire, en fait, pour résumer, c'est une vente. C'est-à-dire qu'on va, mais la vente, c'est nous, on va se vendre nous. Et quand on se vend, bah, il y a plusieurs clés, ou quand on vend quelque chose, il y a plusieurs clés. Une clé que tu as exprimée très bien, c'est le fait de rassurer le banquier, donc par son apparence, par son vocabulaire, etc. Exemple, si vous êtes, le fait de rassurer le banquier, c'est, moi de mon côté, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Mais quand je vais voir un banquier, je vais pas lui dire j'ai 10 projets. Surtout pas, parce que ça fout la trouille au banquier et jamais il acceptera un dossier. Donc, je vais dire voilà, je travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois. Voilà, ce dossier et j'ai envie de l'amener au bout pour X raisons. Donc voilà, on va le rassurer, on le rassure ce banquier. Et je dirais, on peut aussi ajouter une petite touche d'enthousiasme. C'est-à-dire que oui, on va le rassurer, mais comme on est vendeur et comme on va se vendre, on va également mettre de l'enthousiasme par rapport au bien qu'on souhaite acheter, en disant mais attendez, monsieur le banquier, c'est un bien incroyable, c'est un bien incroyable. Voilà, j'en ai visité, ça fait 3 mois que je visite des biens. C'est le bien vraiment le mieux adapté. En plus, il n'y a pas trop de travaux. Vraiment, le prix sur lequel j'ai un accord, il est canon. Il y a une super rentabilité, il y a un cash flow positif, etc. Donc voilà, il met vraiment de l'enthousiasme. Et le banquier, et tu le disais au départ, ouais, c'est un être humain. Et un être humain, eh bien, Tout à fait. il est sensible aux énergies, il est sensible aux énergies de la personne qu'il a en face de lui. Et s'il voit quelqu'un qui a l'air sincère, qui a l'air très enthousiaste par rapport à son projet, et en plus qui va le rassurer, en effet, parce que voilà, c'est quelqu'un de posé, organisé, qui va présenter son dossier, qui va présenter en effet s'il y a des travaux à faire, par exemple, on va présenter les devis qu'on a fait, enfin, etc., etc. Voilà, là ça rassure et ça peut vraiment aider à faire passer le dossier. En tout cas, ça pourra faire passer le dossier du dessous de la pile au dessus de la pile, parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, à demander des crédits. Et que ce soit vis-à-vis, et ce qu'on dit là, Goodwin, c'est également valable par rapport à un courtier. Donc c'est pas parce qu'on va voir un courtier en banque qu'on n'aura pas les mêmes arguments, etc. Donc pareil, on va rassurer le courtier, on va être enthousiaste par rapport à son projet, et il aura tendance à plus défendre notre dossier derrière. Et surtout, voilà, vous allez sûrement connaître des échecs dans votre vie d'investisseur, dans votre vie d'entrepreneur, des échecs, vous allez en rencontrer. Et il y a beaucoup de personnes qui sont déstabilisées après un refus ou après un deuxième ou un troisième refus. En fait, il y a souvent leur entourage qui leur ont dit, c'est pas possible, c'est pas compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette démarche-là, qui se disent, OK, j'ai quand même envie d'y aller, qui vont aller démarcher un organisme bancaire avec un compromis de vente ou avec un projet. Et au premier refus, en fait,
tout ce qu'on aura pu leur dire en amont, tout ce que leur famille ou leurs amis auraient pu leur dire, c'est pas possible, ceci, cela, ça va en fait au final, ça va reprendre le dessus et ils vont se dire oui c'est vrai, voilà, j'étais voir un organisme bancaire, un deuxième, c'est pas possible, c'est vrai que mes amis, ma famille me l'avaient dit et voilà, il faut pas se laisser déstabiliser. Des organismes bancaires aujourd'hui, il en existe plus d'une vingtaine, donc si vous avez un refus, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à investir, encore une fois, c'est vous qui décidez de ne pas investir, c'est vous qui décidez d'arrêter. Encore une fois, c'est pas la société qui vous dit toi, tu n'es pas fait pour l'investissement immobilier, tu n'as pas les capacités d'investir, tu n'as pas le travail qu'il fait pour investir, tu n'as pas ce destin, tu n'as pas cette chance. Donc non, c'est à vous de décider. C'est vraiment très important. Si demain vous avez un refus, allez voir un deuxième organisme bancaire. Et encore une fois, c'est là où il faut comprendre la psychologie de l'être humain. C'est quand vous avez un refus, c'est pas une enseigne qui vous dit non, monsieur, vous ne pourrez pas investir. C'est un être humain qui vous dit, c'est peut-être, mais c'est cet être humain qui vous dit de telle ou telle enseigne qui vous dit ce n'est pas possible. Ça se trouve, si vous allez dans la même enseigne, mais que vous rencontrez une autre personne, peut-être que cette autre personne vous dira oui, parce que peut-être que la personne, cette première personne que vous avez eue, elle vous a dit non, parce que tout simplement, lui-même n'est pas investisseur, lui-même ne comprend pas ce langage, lui-même ne comprend pas ces codes, lui-même, donc du coup, n'a pas compris votre projet. Donc c'est très important d'avoir en face de vous un banquier, mais qui est lui-même investisseur. Plus le banquier sera en capacité d'investir, plus il sera en capacité de comprendre votre projet. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par des noms. C'est vrai que c'est jamais évident d'avoir des noms, d'avoir un nom, un deuxième, un troisième, un quatrième. Encore une fois, si vous décidez d'arrêter, c'est vous qui décidez d'arrêter. C'est pas la société qui vous aura dit d'arrêter. Et la semaine dernière, j'ai entendu une phrase justement d'une amie, d'une phrase que j'ai longtemps dit, que j'entends aussi régulièrement, mais qui passait inaperçue. C'est une phrase qui était rentrée en fait dans les codes et dans le langage du français. C'était par rapport, j'étais avec une amie, cette amie, donc les vacances se terminent. C'était la semaine dernière, les vacances se terminent, et cette amie me dit, donc je lui demande, c'est quand tes prochaines vacances? Et elle me fait, ce sera en décembre prochain. Et cette amie me dit, et je lui fais, mais 4 mois sans repos, sans vacances, ça va pas être compliqué. Elle me fait, bah oui, si, ça va être compliqué, mais c'est la vie. Ça va être compliqué, mais c'est la vie. C'est quelque chose que j'ai longtemps dit, que j'ai longtemps entendu, mais c'est quelque chose que je disais par mécanisme. Et en fait, entre-temps, j'ai mûri, j'ai compris beaucoup de choses de la vie. Et là, la semaine dernière, le fait de l'entendre dire ça, je me suis dit, mais waouh, en fait, elle-même, elle comprend pas ce qu'elle est en train de dire, mais ce qu'elle est en train de dire, c'est quelque chose de grave pour elle. C'est la vie, mais c'est comme ça. Vous l'avez sûrement déjà entendu cette phrase, et c'est une phrase qui est très dangereuse pour vous. Voilà, la vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas comme ça. Ça veut dire que cette personne, aujourd'hui, elle se laisse courir par la vie, elle se laisse guider par la vie. C'est la vie, en fait, qui a pris les télécommandes, et elle, c'est un robot, et la vie télécommande cette personne. Non, aujourd'hui, c'est à vous de décider la personne que vous voulez devenir. La vie, c'est pas comme ça, la vie, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Demain, vous avez un nom, un deuxième, un troisième. Si vous décidez d'arrêter, c'est vous qui arrêtez. C'est vous qui prenez cette décision d'être en échec. La différence entre une personne qui va continuer, qui va réussir, c'est la personne qui n'abandonnera pas. Alors, vous pouvez très bien mettre en pause votre projet en vous disant, OK, là, j'ai ça qui n'est pas au clair dans mon projet. Je vais la retravailler. Je suis en intérim. Tous les 10 organismes bancaires que j'ai fait ne veulent pas entendre parler de l'intérim. OK, je vais revoir ma situation professionnelle. Je veux atteindre ce projet, donc je vais changer ma situation professionnelle. Je vais trouver un CDI. Peut-être que ce CDI me plaira peut-être un peu moins bien que le poste que j'ai en intérim, mais si vous réfléchissez en 1 égale 2, du coup, ça comblera ce manque, ce déficit d'ambiance que vous pourriez ne pas avoir dans votre future profession. Mais c'est à vous de mettre des choses en place, c'est à vous de décider si oui ou non vous allez investir dans l'immobilier. Pareil pour négocier un prêt bancaire. Encore une fois, la négociation, comme a pu vous le dire Ludovic, c'est beaucoup de psychologie. Il faut bien prendre en considération que face à un banquier, face à un organisme bancaire, tout est négociable. Vous pouvez absolument tout négocier, mais vous ne pourrez pas tout négocier.
Voilà, l'agent, le banquier que vous aurez en face de vous, c'est aussi un commerçant. Il a aussi des produits à vendre maintenant. Les taux bancaires sont historiquement bas. Donc, il faut qu'il trouve aussi d'autres moyens de faire du chiffre d'affaires. Il y a des téléphones, des forfaits téléphoniques, des assurances d'habitation, des alarmes. On trouve, voilà, on trouve de tout maintenant chez un banquier. Donc, c'est important de prendre peut-être par rapport à la négociation que vous voudrez faire, par rapport à ce que vous voudrez négocier, bah, c'est important peut-être de voir, d'entretenir une relation d'humain à humain avec votre banquier en lui disant, bon voilà, moi je voudrais négocier ça, 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 vous en êtes tout dans vos chiffres, vous auriez, pour que ça puisse passer, il faudrait que je souscrive à quoi, une assurance, prendre l'assurance du prêt peut-être chez vous, l'assurance habitation, peut-être prendre une alarme, même si j'en ai pas besoin. Moi, j'ai des témoignages d'investisseurs qui ont pris tout un packaging chez le banquier, des alarmes et tout, qui n'ont jamais posé, sauf que ça leur a permis d'avoir peut-être un report de crédit sur 12 ans, sur 12 mois, 24 mois, 36 mois, voilà, de négocier plein de choses comme ça. Et c'est très important de faire le point sur ce que vous pouvez négocier ou non et pour justement négocier les meilleures choses. Est-ce que tu veux finir par quelque chose, Ludovic, sur les prêts bancaires? Oui, enfin, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que j'ai envie de dire de choses, tu parlais de négocier certaines choses. On peut en effet, et ça c'est très très juste ce que tu dis. On peut, il y a une chose qu'on peut négocier en effet, c'est le différé ou la franchise. Hein, le différé de remboursement du crédit, vous allez rembourser uniquement des intérêts pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. La franchise, vous n'allez rien rembourser du tout pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, qui correspondent au délai de travaux en fait que vous allez donner. Donc l'idée, c'est vous allez dire au banquier, par exemple, j'ai des travaux qui vont s'échelonner sur, j'en ai pour 1 an et demi, 2 ans, par exemple. Donc le banquier va dire, ouais, ok, donc je vous accorde un différé d'1 an et demi, 2 ans. Et dans la réalité, en fait, vous allez accélérer vos travaux, vous allez faire des travaux sur 3 mois à 6 mois, par exemple. Il faut que donc vous mettez votre bien en rotation à 3 ou 6 mois, et pendant 1 an et demi, vous allez avoir du cash qui va rentrer, vous allez avoir vos loyers qui vont rentrer, sans sortie de trésorerie. Donc, vous allez constituer un état de trésorerie artificiellement, en fait, grâce au banquier. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous démarrez avec peu de trésorerie, une petite astuce pour démarrer en se créant de la trésorerie. Et ça, les banquiers peuvent l'accorder donc assez facilement. Et moi, par rapport à ce que tu disais, Goulwen, j'ai mon fils qui a fait son premier investissement à 21 ans. Il venait de lancer son entreprise, qui est une entreprise dans l'automobile. Donc, il avait à peine un premier bilan, pas de revenus. Alors, certains m'ont dit, ouais, mais Ludovic, tu l'as aidé. Non, je l'ai pas aidé parce que je venais de déposer le bilan. Donc au contraire, simplement, je l'ai conseillé. Et en fait, il est allé voir 12 banques, ce que je disais, 12 banques. Il a réussi à avoir son crédit. Il a fait donc ce premier investissement. Il a fait les travaux lui-même. Il a revendu le bien. Il a fait, c'était un bien pas très important, mais il a fait quand même 40 000 euros de plus-value en l'espace d'1 an. Et ensuite, il a racheté 2 maisons en même temps et une résidence principale et une résidence locative. Il avait juste un bilan. Pareil, il est allé voir une dizaine de banques et pareil, comme tu disais, il a été un petit peu malin, donc en faisant miroiter le fait que le compte de ces entreprises donc il irait bien sûr dans la banque, etc. Et ça fonctionnait. Donc bien sûr, moi j'encourage personne ni à mentir ni à être malhonnête, c'est surtout pas ça, mais simplement en étant malin. Juste en étant malin, en allant dans le sens du banquier. Donc, qu'est-ce qui intéresse le banquier en effet? Comme tu disais, Goulwen, ça va être de signer un téléphone, ça va être de signer une assurance. Bah, allons dans son sens. Et voilà, en étant malin comme ça, on arrive à avancer. Ouais, merci Ludovic pour ton retour d'expérience par rapport à toi et par rapport à ton fils. Et donc voilà pour les prêts bancaires et on va clôturer enfin presque avec les 2 derniers points sur dénicher une bonne affaire. Et ensuite il nous restera la négociation. Donc négocier c'est là. Et négocier une bonne affaire. Donc dénicher une bonne affaire aussi, ça relate du bon sens. Du bon sens, faut savoir en fait comment dénicher une bonne affaire et comprendre le marché. Voilà, comment
comment se passe ce marché de l'immobilier justement. Il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on voit le plus souvent, c'est les agences immobilières. Les agences immobilières, on voit plein de biens immobiliers en vitrine. Il faut vraiment vous dire en fait que il y a tout un processus d'investissement. Tous les biens qui sont en vitrine, c'est pas forcément les bonnes affaires. Je vais pas dire que c'est des invendus, mais presque. Entre une personne qui va faire un bon investissement et une personne qui va acheter au prix du marché, c'est ce qui va définir la future rentabilité, le futur cash flow. Il faut vraiment prendre conscience qu'une bonne opportunité, qu'un bon investissement, ça se fait à l'achat, ça se fait pas lors de la revente. Vous pouvez très bien faire une belle culbute lors de la revente, mais si vous êtes en capacité de faire une belle plus-value lors d'une revente, c'est que vous aurez été en capacité de faire un bon achat. Et dénicher une bonne affaire et ensuite la négocier, c'est vraiment deux facteurs qui sont vraiment très importants et qu'il faut maîtriser. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand on arrive dans une agence immobilière, quand on voit des annonces en vitrine, on arrive un peu en bout de chaîne. En bout de chaîne, c'est-à-dire que il y en a qui se sont servis avant. Ça, c'est vraiment tous les biens qui n'ont pas trouvé preneur. Et pour trouver vraiment de bonnes opportunités, il va falloir mener une petite enquête. Voilà. Encore une fois, plus vous serez en capacité d'apprendre à vous connaître, de savoir où vous voulez investir, la ville, le quartier, plus ce sera facile pour vous justement de dénicher de bonnes opportunités et de bonnes affaires. C'est-à-dire, n'hésitez pas à discuter avec les gardiennes d'immeubles, pour celles et ceux qui auraient déniché, qui seraient le quartier, qui auraient trouvé le quartier, je vais y arriver, qui auraient trouvé le quartier dans lequel ils veulent investir. Rien ne vous empêche d'aller démarcher les immeubles, d'aller démarcher les gardiennes, et les gardiennes, elles vont vous dire quelles sont les bonnes opportunités, les personnes qui sont désireuses de vendre. C'est beaucoup de bouche à oreille. Avant que ça arrive en vitrine, toutes les bonnes affaires se font en amont. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est un peu la technique que j'ai mis en place quand j'ai voulu aménager, quand j'ai quitté Paris pour aménager à Toulouse. Donc, j'avais très peu de temps pour trouver une bonne opportunité, très peu de temps pour trouver une bonne affaire. Et en fait, pour aller un peu plus vite, j'avais mis un CV en place. J'avais mis un CV avec tous les critères. Donc, la ville, le quartier, la superficie, le nombre de chambres, de salles de bain, le loyer maximum à ne pas dépasser, le quartier et tout plein d'informations pour justement faire gagner un temps fou à l'agent immobilier. Et en fait, j'avais été démarcher un maximum d'agences immobilières je m'étais présenté avec ce CV, avec un petit dossier aussi sur ma situation professionnelle pour leur rendre compte que j'étais vraiment quelqu'un de crédible par rapport au bien que je voulais dans lequel je voulais m'installer. Et en fait, je leur ai déposé un maximum de CV et j'ai mis ma photo. En fait, comment j'en suis venu à trouver cette technique, c'est que j'avais que 2 week-ends pour trouver entre guillemets l'opportunité et l'appartement de mes rêves sur Toulouse. Et j'ai dû jouer d'ingéniosité justement pour me dire il va falloir le bien que je voulais, c'était 100, 120, 130 mètres carrés. J'avais un budget maximum de 1200, 1300 euros. Et les biens que je voulais, je savais que dans l'hypercentre de Toulouse, à proche Capitole, c'était 1400, 1500, 1600 euros. Et toutes les agences immobilières, la plupart des agences immobilières que j'ai démarchées, me disaient qu'à 1200, 1300, ce serait pas possible. Il fallait revoir mon budget à la hausse pour cette location de 200, 300, 400 euros. Sauf que je les avais pas et sauf que je voulais pas revoir mes critères à la baisse. Donc, je me suis dit, il va falloir que je sois plus malin que les autres. Donc, pendant le week-end, je suis descendu 2 week-ends, j'ai fait plus d'une 30 ou 40 agences immobilières où j'ai déposé des CV avec le descriptif, ma photo. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est quand je suis rentré chez moi à Paris, j'ai fait du phoning. J'ai fait du phoning en disant, je reviens vers vous par rapport au CV que je vous ai déposé, par rapport à ma recherche. Je suis Monsieur Tristan, la personne qui vous a déposé un CV avec la photo. Et là, psychologiquement parlant, vous les touchez. Parce que des personnes qui entrent, qui sortent des agences immobilières, il y en a des dizaines tous les jours, des dizaines, si c'est pas beaucoup plus. Et par politesse, si je les relance quelques jours après, par politesse, ils vont me dire, oui, bien sûr, on se rappelle de vous.
mais sans forcément mettre une image sur la personne que je suis, sur les critères que je voulais. Et le fait, en fait, de déposer un CV immobilier dans toutes les agences immobilières avec une photo, bah, je me démarque de la concurrence. Je me démarque de la concurrence, je les touche psychologiquement parlant, et dès qu'il rentre un bien avec les critères que je recherche et éventuellement le loyer que je recherchais, bah, ils vont m'appeler directement. Ils vont pas avoir à rechercher dans leur petit cahier dans les différentes personnes qui seraient venues les voir par rapport à leur recherche. Ils vont directement m'appeler parce qu'ils vont se rappeler de moi. Ils vont se rappeler de la personne, ils vont mettre un nom sur un visage. Et le visuel va faire qu'ils vont se rappeler des critères que cette personne recherchait à un instant T. Et du coup, je vais passer devant d'autres dossiers à critères égaux. Donc, c'est très important, en fait, de trouver un bien avant même que ce bien soit en agence immobilière. Parce qu'il faut savoir qu'une personne, moi-même, qui viendrait vendre un bien, avant que mon bien soit placardé en vitrine, il va y avoir l'agent immobilier va devoir aller voir le bien, prendre des photos, rédiger une annonce. Il va y avoir plein de choses à faire et compagnie. Et du coup, le bien, il sera mis en vitrine dans 2, 3 semaines et compagnie. Il y aura beaucoup de choses à faire, notamment donc la visite et les annonces. Encore faut-il, si ce bien, c'est un investissement locatif qui est occupé par un locataire, il va falloir que l'agent immobilier trouve un créneau avec le locataire pour justement aller les visiter, prendre des photos et compagnie. Donc, il va s'écouler du temps. Et en fait, pour un agent immobilier, c'est beaucoup plus facile de regarder son petit classeur, son petit cahier où il y a plein d'investisseurs qui, comme moi, seraient venus pour justement rechercher ce type de bien que de le placarder sur la vitrine de son agence. Donc l'agent immobilier, il va faire en sorte de contacter toutes les personnes, tous les investisseurs qui l'auraient contacté pour essayer de le vendre avant même qu'il soit proposé sur les sites internet, avant même qu'il soit proposé dans son agence immobilière. Et si vraiment parmi tous les investisseurs qui côtoient, parmi tous les investisseurs qui fréquentent, qui l'ont démarché, il n'y a vraiment personne qui est intéressé par ce bien, alors là, en dernier lieu, il le mettra en vitrine. Mais pensez à devenir, comme je l'ai dit, le chef de votre quartier ou le chef de votre ville. Encore une fois, si cette ville est à taille humaine, mais c'est très important de maîtriser votre quartier, de maîtriser votre ville, de vous faire connaître auprès des agents immobiliers. Si vous avez identifié encore une fois le quartier, un immeuble, de côtoyer certaines gardiennes. Les gardiennes, ça parle à une personne qui veut mettre un bien à la vente, avant même d'en rendre compte à un agent immobilier, indirectement, il va en parler à sa famille, il va en parler à ses voisins. Et c'est comme ça va parler, la gardienne va être au courant. Donc, c'est souvent les bruits de couloir, c'est souvent tout ça qui fera que vous serez au courant d'une vente avant même que ce bien soit disponible en agence. Et c'est la meilleure façon de mettre des stratégies en place pour justement acheter un bien à 10 000, 20 000, 30 000 euros moins cher en dessous du marché selon le prix du bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ludovic. Oui, bah déjà, je confirme une chose, c'est que sur les 1000 biens que nous avons achetés, 95% ont été achetés via une agence immobilière. Parce qu'on pourrait penser que c'est plus intéressant de chercher à acheter des biens en direct par le Bon Coin ou autre. Mais on s'aperçoit en fait que les gens qui mettent sur le Bon Coin, ils rajoutent en fait la commission de l'agence. Et puis en se disant, le vendeur se dit c'est moi qui vais faire la bonne affaire parce que comme ça je vais récupérer la commission de l'agence. Donc c'est une fausse bonne idée. Et la plupart des bonnes affaires en effet sont amenées par les agents immobiliers. Moi, ce que je vous invite également à faire par rapport aux agences immobilières, c'est de sympathiser avec eux. Pas hésiter à les inviter à boire un café, à boire un coup après une visite, par exemple, à déjeuner avec eux. Voilà, pas plus tard que ce midi, par exemple, avec ma femme, on a déjeuné avec un agent immobilier parce que qui nous a amené un bien et voilà, je l'ai invité à manger. On a rebalayé le secteur, il m'a donné quelques idées. Et voilà. Et ce que je suis sûr, c'est comme on a développé une relation privilégiée avec cet agent, ce qui est certain, c'est que la prochaine bonne affaire qu'il va avoir, il va m'appeler. Ça, c'est clair. Donc,
il est rassuré, il y a un contact qui s'est créé. Donc n'hésitez pas à développer vraiment une relation profonde avec 2, 3 agents immobiliers de votre quartier. C'est les inviter à boire quelque chose, c'est les inviter à manger au resto. Enfin, c'est des petits gestes comme ça qui peuvent faire la différence. Ouais, bien sûr. Et pour rebondir aussi tout ça, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui sont pas forcément en capacité de faire un investissement immobilier en co ou qui viennent assister à cette conférence en ligne juste pour se renseigner. Et dites-vous bien ce qui est important par rapport à la slide juste avant sur la banque, la slide pour dénicher une bonne affaire et la slide sur la négo. Dites-vous bien que ça peut être des formations gratuites. Rien ne vous empêche aujourd'hui, même si vous n'êtes pas du tout en capacité d'investir, peut-être que l'investissement viendra dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, rien ne vous empêche de commencer à démarcher des organismes bancaires, ne serait-ce que pour apprendre le code, pour apprendre les codes, pour apprendre le langage. Même si aujourd'hui vous savez que vous n'êtes pas en capacité d'investir, rien ne vous empêche d'aller démarcher des agences immobilières près de chez vous, voilà, pour pas perdre trop de temps, pour pas que ce soit non plus trop contraignant, et de demander à faire des visites. Si vous avez identifié que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous voulez investir dans du studio ou dans du F2, commencez à visiter des studios, des F2. Ça va vous apprendre justement à dénicher une bonne affaire, à apprendre ce langage, ces codes, à apprendre à négocier aussi. C'est la slide qu'on va voir juste après. Donc c'est très important cette formation et commence auprès des organismes bancaires en apprenant les codes, le langage, auprès d'un agent immobilier en apprenant aussi les codes, le langage, et auprès des visites. Donc ça c'est très important. Ça fait partie de l'enseignement, ça fait partie de la formation. Donc plus vous serez en capacité à maîtriser le discours, avec un agent immobilier, avec un banquier, face à une négociation, voilà, en direct avec un vendeur ou avec un agent immobilier, plus vous serez en capacité le jour même, quand vous allez passer à l'action justement pour le bien dans lequel vous voulez investir, ce sera d'autant plus facile. Donc c'est très important de se former et profitez-en parce que c'est gratuit. Il y a des pays comme la Suisse où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Il y a des villes où les visites sont payantes. Donc profitez justement de la gratuité de visiter des biens, de la gratuité de négocier en direct avec des personnes pour justement vous former, repérer les petites anecdotes, repérer tous les points que vous pourriez négocier, et ce sera d'autant plus facile pour la suite. Et c'est justement donc la dernière partie qu'on va voir de cette formation, donc, négocier une bonne affaire. Donc encore une fois, la négociation, c'est très important. Négocier, c'est juste une question à poser. On a beaucoup de problèmes. Il y a quelques années, c'était pas forcément dans les mœurs, c'était pas forcément, en tout cas, dans l'état d'esprit du français de négocier. C'était quelque chose qui était un peu difficile, c'était de négocier. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions à la télévision qui poussent sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, Stéphane Plaza et j'en passe. Et il n'y a pas un seul investissement, un seul achat qui se fait sans que derrière il y ait une négociation. Et du coup, à force que les personnes regardent ce type d'émission, ça commence à rentrer dans les mœurs. En tout cas, c'est même bien, c'est de plus en plus, ça s'implante de plus en plus, en tout cas, dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement, la négociation. Et du coup, donc encore une fois, c'est juste une question à poser. C'est une question qui peut vous faire gagner en l'espace de quelques secondes une baisse de prix de 1 000 euros, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, encore une fois, selon le prix du bien affiché. Mais négocier, ça fait partie de l'investissement immobilier. C'est vraiment un module, c'est vraiment quelque chose que vous devez maîtriser au même titre que la prospection d'un bien immobilier. Négocier toujours en tête à tête. Négocier, encore une fois, c'est une question à poser. Demandez, cette fois-ci, c'est vous qui allez jouer au détective. Quand vous êtes face à un banquier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le banquier qui va jouer au détective par rapport à votre situation personnelle, financière, familiale, pour essayer de savoir si vous allez être crédible par rapport à tel ou tel investissement. Là, cette fois-ci, c'est vous qui allez devoir faire votre enquête auprès de l'agent immobilier, auprès du vendeur. Pourquoi il vend? Il y a des raisons à une vente. Est-ce qu'il a encore un crédit? Voilà, c'est très important de savoir s'il y a encore un crédit ou non. Une personne qui a un crédit et qui n'a pas encore fini de le payer,
ce sera un peu plus difficile de négocier qu'un vendeur qui n'a plus de crédit. Parce qu'il n'aura pas de compte à rendre à un organisme bancaire. Donc, il faut vraiment poser un maximum de questions. Depuis combien de temps le bien est-il en vente? Est-ce qu'il y a eu une baisse de prix? Il y a le site Castorus pour ça qui est très bien. La règle des 4D, le décès, le déménagement, dette et décès, dette, déménagement et divorce. La règle des 4D qui va faire que la personne est dans la précipitation pour vendre, ou en tout cas dans l'urgence. Donc c'est très important de mener votre enquête. Toutes les questions toutes les questions que vous vous posez, vous les aurez peut-être pas auprès du vendeur. Mais le vendeur se confie beaucoup à un agent immobilier. Le vendeur, il va donner un maximum d'informations à l'agent immobilier parce que c'est l'agent immobilier qui va lui permettre de faire cette vente. Donc, il aura beaucoup plus de facilité à répondre aux questions d'un agent immobilier que peut-être de répondre à vos questions à vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire une double enquête, de faire une enquête auprès de l'agent immobilier et de faire aussi une enquête auprès du vendeur, de manière à avoir un maximum d'informations et toutes les informations que vous allez pouvoir avoir de cette vente, du pourquoi, du comment, ça va vous permettre justement, ça va vous donner des voyants sur les points sur lesquels vous allez pouvoir appuyer pour la négociation. La personne n'a plus de crédit, ok, il n'a plus de crédit, donc il sera plus apte à baisser son prix. Donc l'offre à moins 5 000 ou moins 10 000 euros, si je la demande, il y a de fortes chances qu'elle aboutisse. Aussi, votre émotionnel, ça je pense qu'il va en parler mieux que moi après, Ludovic, mais votre émotionnel, plus vous serez en capacité à gérer votre émotionnel lors d'une visite, lors d'un achat, lors d'une vente, plus vous serez en capacité de faire de bonnes opportunités. Moi, la meilleure expérience que j'ai eue, c'était lors de mon 14e bien, un studio que j'avais acheté à Fontaine-Fleury, dans les Yvelines. C'est un studio pour lequel je courais depuis plusieurs mois, sauf que c'est un studio qui était bloqué par un problème judiciaire. Entre-temps, comme je le voulais, et comme je voulais être plus malin que les autres, parce que je voulais absolument pas que ce studio, que cet investissement me passe à côté. Donc, entre-temps, je savais que c'était bloqué et je savais que cette affaire allait se débloquer à un moment ou à un autre. Donc, j'avais demandé à visiter des biens similaires pour déjà savoir à quoi j'allais m'attendre le jour J, pour essayer d'avoir un peu d'avance sur d'autres personnes et surtout savoir si ce studio méritait que j'attende que tous les problèmes judiciaires qu'il pouvait avoir se débloquent. Donc j'avais visité un studio identique, voilà, son jumeau, et j'avais vraiment, ça m'avait conforté justement dans cet investissement que je voulais faire. Et 6 mois après, voilà, quand tout s'est débloqué, lors de la visite, donc je pensais être seul, on m'avait promis que ce bien était pour moi. Sauf que lors de cette visite, on m'annonce au dernier moment qu'on serait 3 ou 4 personnes. On m'annonce cette nouvelle, je suis à Perpignan, où je me trouve actuellement en vacances chez mes parents à Mladouré au bord de la piscine. Et là, j'ai une décision à prendre, c'est en plein milieu de mes vacances. C'est soit je fais un aller-retour dans la journée Perpignan-Paris, je visite ce bien et au moins je donne le maximum sans regret, ou soit je me dis non, c'est mes vacances, j'y vais pas, tant pis, et on verra, et tant pis, cette affaire me passe à côté. Voilà, j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette démarche. Je me suis dit tant pis, ça m'embête d'aller à Paris, ça m'embête de faire cet aller-retour, mais d'un autre côté, j'ai envie de donner le maximum et j'ai pas envie que cette opportunité me passe à côté. Donc du coup, j'ai fait l'aller-retour, j'ai été visiter ce bien. Et pendant le voyage, j'ai essayé de chercher des solutions pour justement être en position de force. Et lors de la visite, en fait, avec les autres personnes, ma stratégie, ça a été de trouver des points négatifs. Voilà, de trouver des points négatifs et surtout les points négatifs que j'ai trouvés, ça a été de les véhiculer à voix haute. Voilà, j'en ai sorti deux ou trois. Par exemple, pour l'électricité, j'ai dit à l'agent immobilier, ce studio est bien, il répond à mes critères, sauf par contre l'électricité n'est pas aux normes. Là, il y a 10 000 euros de réparation à faire, c'est 10 000 euros. Et la baie vitrée, la fenêtre, c'est du simple vitrage, du double vitrage, c'est encore 10 000 euros à sortir. Voilà, j'y connaissais strictement rien dans les prix, mais à voix haute, je me suis dit, je
je vais la jouer sur la psychologie, sur l'émotionnel de l'être humain, et en fait, de manière à déstabiliser les autres personnes qui étaient avec moi. Et en fait, ce bien qui était affiché, je crois, de mémoire à 79 000 euros, bah, le fait de dire l'électricité à refaire, 10 000 euros en plus, il y a les vitres à changer, 10 000 euros en plus. En fait, psychologiquement parlant, on n'est plus sur un prix de départ à 79 000 euros, mais on voit le prix qui commence à atteindre la fameuse barre des 100 000 euros. Et du coup, ça déstabilise les gens. Après, voilà, faut toujours garder l'agent immobilier avec soi ou le vendeur avec soi, voilà, dire que vraiment ce studio, ça correspond à mes critères, il est très bien, je le trouve bien, il est bien situé, ceci, cela, mais par contre, il y a ça qui est pas bien, il y a cela qui est pas bien, pour justement juste vous ouvrir une porte pour une future négociation. Car si vous ne maîtrisez pas votre émotionnel comme j'aurais pu le faire, en me disant ce studio, il y aurait eu personne, ma réaction aurait eu mon comportement aurait été tout autre, et je me serais dit, mais ce studio, c'est exactement ce que je veux, c'est génial. Le prix me convient, il y a des travaux à faire, l'électricité n'est pas aux normes, c'est pas grave, j'ai des artisans qui vont le faire, c'est pas grand chose, c'est 2-3 000 euros. J'ai déjà eu le même cas concret dans un autre studio, donc non, c'est génial, je le veux. Et en fait, en disant ça, je me ferme les portes pour une négociation. Parce que l'agent immobilier, faut pas le prendre non plus bête, faut pas le prendre pour un idiot, l'agent immobilier. L'agent immobilier, il voit quelqu'un qui a pas maîtrisé son émotionnel, il voit quelqu'un dont le produit lui correspond. Si après vous voulez entrouvrir une négociation en lui disant voilà, bon, je voudrais baisser le prix de 10 000 euros pour X ou Y raison, l'agent immobilier, il sait que ce bien vous le voulez. Donc il va vous dire non, et du coup vous passez à côté d'une négociation. Et quand vous négociez, il faut toujours avoir une réelle raison de négocier. Il ne faut pas aller voir l'agent immobilier ou le vendeur en lui disant bon, bonhomme, le prix il a 100 000 euros, je le voudrais à 90 000 euros parce que j'ai envie de négocier. Non, il faut négocier faut avoir une bonne raison. Voilà, la banque qui me suit, les organismes bancaires qui me suivent, c'est plafonné à 90 000 euros avec les frais de notaire compris. Et je peux vraiment pas monter plus haut, quitte à leur amener des simulations de crédit, voilà, par rapport à mes revenus, par rapport à mes objectifs. Je peux pas, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge, j'ai pas envie de prendre des risques et je peux pas aller au-delà. Si vous annoncez une baisse de 10 000 euros pour des raisons valables, au moins le vendeur ou l'agent immobilier, ils vont entendre, ils vont être en capacité de l'entendre. Que si vous leur dites, voilà, je veux baisser de 5 000, 10 000 euros sans évoquer une seule raison, ils vont voir une personne qui leur fait perdre leur temps. Alors que si vous montez un dossier, si vous leur expliquez par A plus B ce que vous voulez, que là aujourd'hui c'est 10 000 euros en moins parce que X ou Y raison, parce que l'électricité, parce que l'emplacement, parce que le bien il est très bien, il correspond à tous mes critères. Par contre, les critères extérieurs, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien, les commerces sont éloignés, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'espace vert, je suis loin de tout. Alors, ok, le bien, il est super bien, il répond à tous mes critères, mais l'extérieur, tout l'aspect extérieur du bien, ça ne correspond pas à mes critères. Donc, c'est vraiment très important de savoir maîtriser son émotionnel. Oui, c'est excellent. Excellent ce que tu dis. Moi, je dirais, et c'est ce que tu nous as décrit, être malin, sympa et crédible. Malin, voilà, tu l'as été dans ta négo, t'as cherché les points faibles, tu as cherché les leviers. Donc, et pour être malin, faut avoir l'esprit ouvert. Quand tu étais dans le train, en fait, tu as cherché l'idée, tu as eu l'esprit ouvert, et tu as trouvé la solution. Sympa parce que ça c'est vraiment important, surtout si vous visitez en présence du vendeur, bon également de l'agent immobilier, mais également si le vendeur est là. Le fait d'être sympa, donc s'intéresser en effet au bien, en disant et c'est ce que tu as dit a priori en arrivant, tu as dit oui ce bien me plaît. C'est vrai, sinon on serait pas là. Donc sympa, on donne quelques qualités au bien. On peut s'intéresser également au vendeur en lui demandant en effet pourquoi il souhaite vendre, qu'est-ce qu'il fait, etc. Enfin voilà, un courant de sympathie qui se crée. Et puis ensuite, donc on est sympa. Et ensuite, c'est exactement ce que tu as fait. Eh bien, tu donnes par contre tes limites. Tu dis voilà, par contre moi, ce bien il m'intéresse, mais je pourrais pas dépasser tel budget parce que il y a des travaux à faire, il y a l'électricité, il y a ci, il y a ça. Et puis crédible parce que voilà, on est sûr de soi, on n'est pas hésitant, etc. Voilà, moi ce bien,
pour moi, il vaut pas plus de 70 000 euros parce que voilà, et point. C'est voilà, on affirme les choses, on pose les choses, et puis et puis on avance. Donc voilà, en étant malin, crédible, sympa, et bien là, on arrive en effet à faire de bonnes affaires. Je pourrais ajouter juste un point qui peut-être est à la limite de la psychologie, c'est le fait, en tout cas pour ma part, d'éviter de forcer les choses. Je m'explique. Si il y a beaucoup de choses qui bloquent dans le bien que vous voulez acheter, et je vais vous donner un exemple après. Si tout est compliqué, les visites sont compliquées, les discussions sont compliquées, la négociation avec la banque est compliquée, etc., etc. Il faut vraiment aller voir pourquoi vous voulez faire ce bien. Est-ce que vous voulez acheter ce bien? Est-ce que vraiment vous en avez envie? Est-ce que c'est votre ego qui parle? Est-ce que, enfin voilà, je pense qu'il faut aller un tout petit peu au-delà des apparences parce que on peut aller au-devant de certaines déconvenues. Exemple, on a acheté un bien il y a quelques années. C'était un hôtel qui était en dépôt de bilan à la sortie du Futuroscope. Donc certains le verront, donc Futuroscope de Poitiers. Quand vous entrez donc par la barrière de péage, il y a un immeuble sur la gauche qui était un hôtel. Je crois que c'était un Holiday Inn, quelque chose comme ça. Donc il est fermé cet établissement. Il y avait 70 chambres, restaurant. Donc nous on se positionne pour acheter ce bien. Et tout est compliqué. Nous, notre idée, c'était de le transformer en bureau, en fait, en centre d'affaires, avec location de bureau à la journée, au mois, location de salle de réunion à l'heure, centre d'affaires, etc. Tout est compliqué. Donc, les visites, les négociations, la banque. Moi, j'ai toujours refusé de me porter caution, tout simplement parce que notre organisation faisait que on avait une société holding, et donc je demandais à notre société holding de se porter caution et jamais à moi ou à Valérie à titre personnel. Mais là, rien à faire, ça bloque. Aucune autre possibilité. La banque me dit c'est bon, mais caution. J'accepte. C'est la première, je crois que c'est le premier bien sur lequel on s'est porté caution sur 1000 biens, parce qu'on a 1000 biens dans notre foncière. Donc vraiment tout est compliqué. Et finalement on fait l'affaire. Enfin on finit par acheter parce que j'ai forcé comme un fou parce que je voulais vraiment cette affaire. Et ça a continué à être compliqué. Cash flow négatif, des odeurs nauséabondes dans le hall d'entrée, on n'arrive pas à trouver. On exploite pendant 7-8 ans, finalement on revend sans plus-value. Enfin vraiment, bon, cata quoi, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et si je vais bien chercher les choses, maintenant que j'ai appris à être un petit peu plus dans l'introspection, je dirais, pourquoi j'ai voulu acheter ce bien? Tout simplement parce que ça flattait mon ego. Parce que d'avoir un bel immeuble en bordure d'autoroute et à l'entrée du Futuroscope, voilà, avec notre enseigne dessus et tout, ça flattait mon ego. Et ça, c'est pas une bonne raison pour investir. Donc voilà, attention à ça. Et je vois des gens aujourd'hui, j'ai eu un investisseur assez important au téléphone ce matin, et il me dit, j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai fait une affaire là cet été, je l'ai signé parce que j'étais engagé, etc. Mais tout est compliqué, ça bloque. Bon, c'est fait. Il trouvera des solutions, c'est pas grave, hein. Faut pas avoir de regrets, et on trouve toujours des solutions et on avance. C'est ce qu'on a fait de notre côté. Mais regardez les choses si vraiment c'est trop compliqué. Si c'est simplement entre guillemets parce qu'il y a 10 banques qui vous ont donné un nom, mais que vraiment vous avez envie au fond de vous savez que c'est une bonne affaire. Ça c'est pas, oui, ça il faut continuer à avancer et à trouver des solutions. Mais si tout bloque, tout vraiment, faut peut-être regarder les choses et regarder si vraiment ce bien il est fait pour vous. Moi aujourd'hui j'ai la conviction que quand un bien est fait pour nous, eh bien, il est pour nous. C'est con, mais bien fait pour nous, il est pour nous et on trouve les solutions. En revanche, il y a des biens qui ne sont pas faits pour nous, et ça, on s'en aperçoit en regardant les signes. Les signes, c'est les signes que la vie nous envoie. En tout cas, je suis très sensible à ça aujourd'hui, ce que j'explique dans mon livre. Et voilà, donc c'est des petites astuces que je vous donne en complément. Et si vraiment tout est très 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 compliqué sur le bien sur lequel vous êtes en train de travailler aujourd'hui, peut-être c'est le moment de regarder un autre. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, je te rejoins totalement, Ludovic. Moi, j'ai eu la même expérience que toi, en fait, où en fait, avant d'écrire mon livre, donc où je retrace mon histoire, en fait, voilà, je voulais clôturer les investissements par un 25e bien, et j'ai forcé cet investissement, et il s'est avéré que quelques mois après,
l'immeuble qui était mitoyen au mien, qui se portait bien de l'extérieur. En fait, de l'intérieur, il était tout pourri et en fait, il menaçait de s'effondrer. Et en fait, quelques mois après, 6 mois après donc cet investissement, donc en fait, il y a la mairie de Perpignan qui m'envoie un courrier, le service de l'urbanisme de Perpignan qui m'envoie un courrier comme quoi l'immeuble mitoyen, pas voisin, l'immeuble mitoyen au mien et menace éventuellement de s'effondrer et qui doivent que mon immeuble doit le maintenir. Donc en fait, ils m'ont pété toute la façade de l'immeuble, ils ont mis des IPN, donc tout mon immeuble était loué, donc c'était un immeuble où j'avais 3 locataires, c'était loué, j'avais un cash flow, tout ça, j'avais 350 euros de loyer, enfin j'avais plus de 1000 euros de loyer, je l'ai remboursé, je crois, 400 ou 500 euros par mois. Et en l'espace d'une semaine, tous mes locataires m'ont envoyé leur courrier de résiliation de bail. Et là, je me retrouve avec plus un seul locataire. Et j'ai dû faire les travaux dans les parties communes, dans la cuisine pour cacher en fait les IPN, cacher toutes les barres de fer qui aidaient à maintenir la façade de l'autre immeuble, faire des coffrages et tout, le relouer avec des loyers 50% moins chers. Et c'est peut-être l'immeuble où j'ai le plus bataillé pour l'avoir. Et au final, c'est celui qui m'a causé le plus de problèmes. Donc, comme tu le dis, je te rejoins totalement. Quand un bien est fait pour vous, on le sait. Voilà, l'investissement, c'est comme tout, ça doit rester fluide. C'est comme l'amour. Voilà, c'est comme l'amour, c'est comme avec votre femme ou avec votre homme. Ça va pas se faire dans le forcing, ça va se faire dans la fluidité. Et l'investissement immobilier, c'est la même chose. Ça doit être quelque chose de fluide. Tout à fait. Donc pour résumer cette conférence, tout ce qu'on a pu développer avec Ludovic, donc on va résumer donc les 5 étapes pour investir avec professionnalisme et intelligence dans l'immobilier, c'est avoir un bon état d'esprit. Ça c'est vraiment le point numéro 1, savoir orienter son choix, connaître les méthodes et stratégies bancaires, connaître les méthodes et stratégies pour dénicher une bonne affaire et connaître les méthodes les stratégies pour négocier un bien. Voilà, 5 étapes qui vous garantiront votre épanouissement, parce que faut s'amuser, comme vous l'a dit Ludovic, c'est aussi un jeu, c'est prendre du plaisir. Faut pas que l'immobilier, ça devienne, l'entrepreneuriat au sens général, faut pas que ça devienne non plus une contrainte. Donc c'est vraiment 5 aspects, 5 piliers qu'il faut vraiment maîtriser pour s'épanouir dans ce puits d'enrichissement.